Rejoint ici. Bienvenue à ceux qui sont sur Zoom avec nous également. Je suis Dominique Peloux-Praillet, président des Semaines sociales de Rueil, qui co-organise cette soirée avec le mouvement européen, qui est représenté ce soir par Claude Bardot, à qui je vais laisser la parole dans un instant. Je voulais d'abord remercier le conseil presbytéral de l'Église protestante unie et puis son président Thierry Ehrenschitz, voilà, qui est présent, merci, qui nous accueillent donc dans leurs locaux pour cette soirée débat qui nous a paru nécessaire pour réfléchir ensemble aux enjeux des prochaines élections européennes. D'une façon générale, les Semaines sociales de France, dont nous sommes une antenne, cherchent à promouvoir la réflexion en vue du bien commun en se basant sur la pensée sociale chrétienne et le projet d'intégration européenne qui a été initié il y a plus de 70 ans comme un projet de paix nous apporte beaucoup. Comme l'a encore rappelé, par exemple, il y a 15 jours, la commission des épiscopats de l'Union européenne. Alors, cela étant, ceci n'est pas une réunion électorale en faveur de telle ou telle liste, hein, mais une réflexion sur les vrais enjeux de ces élections. Et cela nous a guidés dans le choix de notre intervenant de ce soir, que je laisse Claude Bardot nous présenter. Merci Dominique. Bien, bonsoir à tous. Écoutez, je suis très heureux de vous rencontrer ce soir. C'est un petit peu difficile, je dois dire, d'organiser une soirée sur l'Europe à Rueil. L'Europe n'a pas véritablement droit de citer dans cette bonne ville. Et donc, merci à l'Église réformée unie de Rueil de nous accueillir. Alors, le mouvement européen, c'est une très ancienne institution puisque ça a été fondé en 48 pour promouvoir l'idéal européen. Et aujourd'hui, c'est un mouvement qui regroupe environ 3000 personnes en France et plusieurs dizaines de milliers au niveau européen. Il y a d'ailleurs des membres et des associations des sections du mouvement européen dans des pays qui ne sont pas membres de l'Union. Par exemple, le Royaume-Uni. Euh, le Royaume-Uni qui a vu, après 2016, ses effectifs multipliés par 10, donc, mais c'était un petit peu tard. Alors, en France, on essaye de promouvoir l'idée européenne avant d'en être arrivé là. Bon, il nous a semblé que c'était important à la veille de ces élections européennes de parler un petit peu de l'Europe et surtout de parler du Parlement européen. Alors, certains veulent faire de ces élections des élections franco-françaises où on va pouvoir exprimer notre mécontentement, n'est-ce pas, vis-à-vis du gouvernement, de plein de choses, parce qu'en France, il est bien acquis qu'on vote d'abord contre. On vote d'abord contre. Donc, on va voter contre président de la République, tel ou tel ministre, telle ou telle disposition. En fait, on va quand même voter pour l'Europe. Donc, il faut savoir pourquoi on va voter, quels sont les enjeux. Et il nous a semblé qu'il n'y avait personne de plus compétent pour nous parler de ça que Pascal Durand. Pascal Durand, parce que j'ai eu le plaisir et le bonheur de l'accueillir en 2019, donc pour les précédentes élections, dans une soirée identique que j'avais organisée, que le mouvement européen organisait à Clamart. Et donc, je lui ai demandé s'il pouvait venir nous reparler de ce grand enjeu, de cette formidable chose qu'est la construction européenne. Alors, un mot sur Pascal Durand. Vous avez peut-être déjà vu son bref CV sur la présentation de cette soirée. Donc, Pascal Durand est avocat au barreau de Paris et il a participé avec Daniel Cohn-Bendit. Il a fondé en 2008 Europe Écologie. Il a dirigé la campagne de Daniel Cohn-Bendit pour les élections européennes de 2009. Puis il est devenu euh, parole puis secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts en 2012. Et en 2014, il est élu au Parlement européen sous la bannière verte. Voilà. Euh, il a eu, contrairement à d'autres parlementaires français qu'on ne voit pas beaucoup
à Strasbourg et encore moins à Bruxelles. Il a eu une activité débordante au sein du Parlement européen, puisqu'il a été l'initiateur du premier rapport sur l'obsolescence programmée. Il s'est engagé dans de nombreux autres sujets comme la transparence de la vie publique, la lutte contre l'évasion fiscale et le secret d'affaires, la protection des lanceurs d'alerte et sur un plan institutionnel, le fédéralisme et la démocratie européenne. Voilà, il a été réélu député européen en mai 2019 sur la liste Renaissance et il a été rapporteur de la directive sur le reporting de durabilité des entreprises. Voilà. Donc, il siège désormais au sein de l'Alliance progressiste des socialistes et des démocrates. Il continue de porter les causes qui lui sont chères, une économie solidaire et durable, l'écologie, la transparence, les droits humains et la démocratie, ainsi que le bien-être animal. Voilà. Alors, Pascal Durand, j'ai envie de vous poser la première question. Qu'est-ce qu'un eurodéputé? Qu'est-ce que leur arrive à un eurodéputé? Merci infiniment. D'abord, merci beaucoup d'être là parce que vous avez dit qu'il était parfois difficile d'organiser à Rueil-Malmaison des réunions sur l'Europe. Je vous rassure ou je vous inquiète, il n'y a pas qu'à Rueil-Malmaison. D'une manière générale, c'est très compliqué de parler de la question européenne et d'en parler de manière, je vais dire, transversale, carrément démocratique et sans en faire un enjeu de politique nationale. C'est très compliqué. Donc j'ai un avantage, et j'imagine aussi une des raisons pour lesquelles vous m'avez invité ce soir, c'est que moi j'ai décidé de ne pas me représenter. J'ai fait 2 mandats au Parlement européen, plus en amont Oui. la campagne avec Danny Cohn-Bendit, et que je pense que 15 ans, c'est bien pour laisser la place, et qu'il faut tourner, et il faut laisser de nouvelles personnalités investir au sein de l'Union européenne. Donc ma parole ce soir, enfin, d'une manière générale, ma parole est libre. J'ai toujours essayé de la garder intacte, mais elle le sera d'autant plus que de toute façon, je ne suis là pour représenter personne et que personne ne m'a mandaté pour parler en son nom. Donc soyez là aussi assurés et rassurés. Je ne souhaite pas transformer cette soirée en propagande électorale, surtout que les élections arrivent bientôt. Mais oui, effectivement, c'est difficile de parler de l'Union européenne et la question que vous posez, à quoi sert un député européen, illustre. Si vous aviez un député national devant vous, vous ne pourriez pas lui demander ce qu'il va le faire, lui. Mais en gros, ce que fait un député national, tout le monde le sait. Il siège à l'Assemblée et vote les lois. Pour un député européen, c'est pas aussi simple que cela. Tout simplement parce que on a dans une logique qui est une logique assez complexe, et je ne vais pas remonter au temps ancien parce que ça va être trop long, mais juste il faut comprendre que l'Europe, elle s'est construite avec la volonté d'un certain nombre de pères fondateurs. À l'époque, on parlait des pères fondateurs, même si Simone Veil a été la première présidente du Parlement européen, c'était quand même des pères fondateurs en amont. Et les pères fondateurs ont à affronter les logiques de souveraineté nationale. Et on est resté dans un modèle hybride, totalement hybride, assez complexe à comprendre, qui est celui d'un équilibre institutionnel. La question de l'équilibre, après, peut être en débat, mais en gros, entre le Parlement qui représente les citoyennes et les citoyens européens, puisqu'on est directement élu au suffrage universel, du moins depuis 1979, mais on va laisser la période antérieure, et puis le Conseil, qui représente les États membres. Et nous sommes co-législateurs ensemble. Et ça peut paraître, en tout cas pour tous ceux qui ont une idée un petit peu de ce que Montesquieu nous avait appris, c'est-à-dire en fait la séparation des pouvoirs. On a quand même tous été élevés à la séparation des pouvoirs, et donc on sépare l'exécutif du judiciaire du législatif. Et en France, je reviens à mon point de départ, le député national vote les lois, et le gouvernement les applique. Même si, d'une manière générale, c'est le gouvernement qui propose les lois, mais elles sont souverainement adoptées par le Parlement national. Nous, on a une vraie différence. La différence, c'est qu'on vote les lois, mais avec
les États. C'est-à-dire que nous avons des co-législateurs. Et pour vous donner un exemple, et je vais m'arrêter là parce que ça va être trop long, mais on a donc la possibilité, quand le texte arrive, la commission nous propose un texte, exactement comme le gouvernement propose à l'Assemblée nationale un texte, on débat de ce texte, on le modifie, on l'amende, on l'améliore ou pas, et on le vote de manière totalement transparente, démocratique. C'est un parlement, donc on a nos commissions, puis on vote en assemblée plénière. Et une fois que notre texte a été voté, il part au Conseil. Et le Conseil discute avec nous. C'est un peu comme si l'Assemblée nationale en France votait une loi, mais ensuite cette loi, elle part au gouvernement. Et le gouvernement la regarde et dit, écoutez, ça oui, ça il n'en est pas question. On verra plus tard, je vais étudier, on va faire une étude d'impact, etc. Quant à ça, oui, bon, on peut peut-être le mettre en œuvre. Et l'Europe fonctionne comme ça. Sur cette manière un peu particulière, et c'est pour ça que beaucoup de gens ne comprennent pas le fonctionnement de l'Union européenne et disent, mais enfin, est-ce que c'est vraiment un fonctionnement complètement normal? La réponse est non, ce n'est pas un fonctionnement normal que on a un législatif qui se confond avec l'exécutif, mais il faut bien comprendre que c'est le produit de l'histoire et que, encore une fois, l'Europe ne s'est pas construite entre les États, mais avec une délégation, c'est-à-dire qu'une partie des États renonçaient à une partie de leur souveraineté pour qu'elle soit établie au niveau européen. Donc on est dans un schéma tout à fait spécifique, sui generis, comme disent les juristes. En réalité, c'est un schéma un peu particulier, sur lequel on va peut-être revenir, mais donc on vote des lois, mais nous ne sommes pas, puisque ça s'appelle directive, règlement, mais en réalité ce sont des lois, on vote des lois, mais avec les États membres et avec le Conseil européen. Voilà pour le fonctionnement institutionnel. Merci. Peut-être on trouve dans les descriptifs des actions du Parlement européen deux autres missions qui vont s'afficher là sur la slide à l'écran. Donc, il y a la compétence législative dont vous venez de nous parler. Il y a des compétences budgétaires. Ça, c'est une infographie du gouvernemental. Hein. Euh, donc, établir avec le Conseil le budget annuel de l'Union. Et puis, il y a des compétences de contrôle de l'exécutif, pour poser des questions et créer des commissions d'enquête. Et puis, pas peut-être le moindre des choses, c'est euh, ratifier les choix qui sont proposés pour les commissaires européens et pour le président de la Commission. Alors, dans toutes ces missions, à votre avis, qu'est-ce qui est le plus important? Alors, déjà, ça, c'est quasiment mensonger. Non pas votre présentation, mais ouais, quand on vous dit la compétence budgétaire, normalement, un Parlement, quelle que soit la démocratie sur cette planète, vote à la fois les recettes et les dépenses. Principe du budget. En gros, hein, on dépense, très bien. Eh bien, nous avons des compétences budgétaires tout à fait limitées. C'est-à-dire qu'on vote les dépenses. Alors, en gros, on contrôle les dépenses. Mais on ne contrôle pas les recettes. Et donc, nous sommes le seul Parlement au monde qui ne peut pas établir son budget ni le budget de l'Union européenne, puisque nous avons le Conseil qui vient avec voilà quel va être le budget. En gros, bien les États veulent bien mettre au pot commun. Et en fonction de ça, nous, on va contrôler, effectivement, alors la bonne utilisation des fonds européens, bien sûr, et ça, c'est un travail qui est très rigoureux et que l'on fait avec attention. Donc, cette partie-là est juste. Ce qui est quand même assez stupéfiant, c'est qu'on ne contrôle pas les recettes et que l'Union européenne n'a pas la capacité, et là, je sais que c'est une grande revendication du mouvement européen et des fédéralistes depuis très très longtemps, mais enfin, je vais dire, c'est simplement une remarque de bon sens. C'est que si l'Europe veut avoir une pleine et entière autonomie de fonctionnement, il faut qu'elle ait des recettes propres. Propres, bien sûr, parce que tant que les recettes ne dépendent que des États membres, ce sont les États membres qui décident. Si vous voulez, c'est un peu comme si vous laissez l'autonomie à vos enfants, mais vous leur donnez la carte, mais en même temps, un, ils n'ont pas le droit de travailler, deux, ils n'ont pas le droit d'avoir leurs propres ressources, et trois, vous décidez de ce qu'ils peuvent dépenser avec votre carte bleue. Alors, c'est bien pour votre budget, et c'est bien pour votre contrôle.
C'est moins bien pour l'autonomie de vos enfants, surtout quand ils vont entrer à l'âge adulte et qu'ils vont vouloir prendre leur propre chemin. Si vous leur interdisez le travail et la capacité d'avoir des ressources, évidemment, l'autonomie reste très, très limitée. Alors, à l'intérieur de l'autonomie, bien sûr, vous pouvez avoir beaucoup de choses. Mais nous, ce que nous réclamons depuis très, très longtemps, c'est d'avoir la capacité de voter des recettes qui viendrait d'ailleurs en déduction, hein, soyons clairs, hein, il ne s'agit pas d'ajouter de la dépense à la dépense, ça c'est pas du tout mon propos. Et mon propos, c'est ces recettes-là seraient des recettes européennes, affectées au fonctionnement européen, dans un intérêt général européen. Or là, ce que nous voyons, c'est un peu la même chose que pour les élections. L'élection européenne, c'est 27 élections nationales. Et vous l'avez dit, on vote contre. Et on peut voter pour aussi. C'est-à-dire que, mais le problème, c'est qu'on vote contre ou pour, souvent, on va dire quasiment exclusivement, pour des enjeux nationaux. C'est-à-dire que vous allez voir, là, la campagne n'a pas vraiment démarré, mais il faut que vous le dire à l'avance, et malheureusement, je ne me tromperai pas, on va avoir, et plus on va avancer, et plus vous allez avoir les pro-Macron, les anti-Macron, parce qu'il y a aussi des pros. Et donc, ce n'est pas simplement le fait d'eux. Mais on ne va pas parler du Macron européen, on va parler du Macron réforme des retraites, on va parler du Macron assurance chômage en France, et on va parler, je ne sais pas, de Manon Aubry Mélenchon, et etc., etc. Et, et, et donc, nous avons la même chose avec les recettes, avec une particularité quand même, hein, c'est que quand on parle des compétences budgétaires, nous, on contrôle un budget. Ah, je vais vous demander, est-ce que vous savez de combien est le budget, un peu comme on est, hein, voilà, on est entre nous, est-ce que vous savez de combien est le budget fédéral américain par rapport au PIB américain? Fédéral, hein. Et vous savez qu'aux États-Unis, on n'aime pas trop le gouvernement fédéral. On aime bien quand même que ce soit les États qui contrôlent les États, le Texas, la Californie, etc. Le budget fédéral, à votre avis, c'est combien du PIB US? 12%, non? Oui, bravo. 20%. Il y en a un qui a à peu près suivi, hein, avec. Bon, à peu près, hein, ça dépend. Bon, dedans, il y a toutes les dépenses fédérales, avec le levier, notamment quand on veut aider l'industrie, quand on veut aider la défense, quand on veut, etc. Le levier, 20% du PIB américain. Globalement, le PIB européen n'a rien à envier au PIB américain, enfin, des États-Unis. Combien? Ouais, vous pouvez diviser encore un peu. Ouais, là, vous pouvez y aller plus loin encore. Là, vous êtes dans l'euphorie la plus totale. C'est que du bonheur. Non, 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 non. Non, non, on est à moins. On est à moins. Sur le dernier budget, si on regarde vraiment le budget de l'Union européenne en tant que tel, hein, c'est-à-dire pas les dépenses annexes et ce que les États veulent bien faire croire comme étant du budget de l'Union européenne, je voudrais bien qu'on les regarde alors, les deux sets. Hein, parce que la dernière fois, nous, quand on a fait le contrôle budgétaire, on était à moins de 2. Peut-être, ou alors peut-être que vos chiffres intègrent des dépenses et qui ne sont pas vraiment européennes. Mais je veux bien qu'on ait ce détail-là, parce que moi, je vous parle du budget que l'on vote. Le budget qui passe, pas l'ordre de grandeur, mais globalement, l'ordre de grandeur, en tout cas, il est 10 fois moindre que celui des États-Unis. Après, que ça soit 2,7 ou 2, mais encore une fois, moi, je vous parle des chiffres de ce que l'on a voté. Mais ce que je puis vous dire, c'est que donc non seulement on ne contrôle pas les recettes, mais qu'en plus, les recettes sont très largement insuffisantes pour permettre à l'Union européenne de pouvoir avoir son autonomie de fonctionnement. Et donc, systématiquement, elle passe par les États, d'autant plus que sur ces compétences budgétaires, c'est 40%, c'est peut-être 43 ou 39 selon les périodes, mais globalement, 40% passent sur la politique agricole commune. Donc, vous voyez ce qui reste. J'en profite pour préciser une chose, parce qu'on entend, au moment du Brexit, on l'a beaucoup entendu dans la bouche de nos amis anglais, que l'Union européenne entretient des armées de fonctionnaires qui ne font rien, qu'embêter les braves citoyens en édictant des normes imbéciles. Il faut savoir quand même que la totalité, le nombre total de fonctionnaires de l'Union européenne est inférieur au nombre de fonctionnaires de la ville de Paris.
c'est-à-dire moins de 50 000 personnes. C'est incroyable. Ça donne quand même un nombre de grandeur. Peut-être un mot sur le choix des commissaires et de Oui, la alors, présidente. L'idée, c'est qu'on passe pas plus d'un quart d'heure, on y est presque là, sur les pouvoirs du Parlement européen. Ensuite, on passera un quart d'heure sur quelles sont les lois européennes importantes qui ont été votées pendant vos 10 ans de mandat, finalement, pour conserver une demi-heure ensuite sur les enjeux européens. Voilà. Donc, alors, sur le rôle des commissaires et de la présidence de la Commission. Euh, on revient un peu au débat qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire que les États ne veulent pas que l'Union européenne ait une autonomie trop forte. Et donc, là aussi, pour parler directement, ils n'ont pas envie d'avoir à la tête de la Commission une personnalité qui soit suffisamment puissante, reconnue, capable, pour pouvoir leur faire de l'ombre. Et donc, pour parler clairement, on choisit en règle générale le plus petit commun dénominateur. Et ça donne des personnalités dont on sait par avance qu'elles ne vont pas porter au nombrage aux États membres. On fait d'ailleurs la même chose avec la présidence du Conseil. Et là, en l'occurrence, enfin, je ne sais pas si vous savez qui est président du Conseil. Le président du Conseil, c'est M. Charles Michel, qui ne risque pas, lui non plus, de faire une ombre exceptionnellement forte au chef d'État. Mais donc, le problème de la Commission, c'est que depuis Jacques Delors, il n'y a plus une présidence de Commission européenne, partis confondus, hein, que ce soit de gauche, de droite, du centre. Il n'y a plus depuis Jacques Delors un président ou une présidente qui se montre en capacité de penser l'intérêt général européen au-delà de la somme des intérêts nationaux. Car l'intérêt général européen n'est pas la somme des intérêts nationaux. Et plus vous mettez une personnalité faible, ou plus vous mettez une personnalité qui ne doit son poste, non pas à son histoire, à son passé ou à sa propre, mais tout simplement parce que des présidents ou des chefs d'État ou des chefs de gouvernement ont décidé qu'elle devait être là, alors vous avez par exemple typiquement Madame von der Leyen. Madame von der Leyen, qu'absolument personne ne connaissait en Europe, n'avait jamais rien fait en Europe, mais qui a été l'intersection entre Emmanuel Macron et Angela Merkel. Voilà, le point d'intersection, ça a été Madame von der Leyen. Et le problème que nous avons, et ça c'est un problème absolument majeur, ça fait très longtemps que nous demandons que la Commission soit l'émanation du Parlement, comme dans toutes les démocraties. C'est-à-dire qu'il y a une majorité politique qui apparaît dans un Parlement, et donc vous avez le Parlement qui décide. En règle générale, on fait comme dans toutes les démocraties parlementaires, c'est-à-dire c'est la personne, le parti arrivé en tête, qui propose, qu'il arrive ou pas à avoir une majorité. S'il n'y a pas de majorité, ben on passe après au parti suivant, etc. Mais là, ce n'est pas le cas. Voilà. Donc, la commission, normalement, est responsable devant le Parlement, c'est vrai, mais en réalité, on arrive, nous, à avoir des choix qui sont très, très binaires, blanc-noir, parce qu'on nous présente quelqu'un qui a été décidé par les États membres et qui reste une intersection entre les États membres. C'est compliqué, surtout que vous ne la connaissez en général pas, cette personne, et que vous n'allez pas lui faire un procès d'intention au départ en disant bah non, vous n'êtes pas capable ou vous n'y arriverez pas. Donc, si cette personne, et en règle générale, le discours est toujours calibré pour arriver à représenter les courants de pensée majoritaires, et donc, bah, vous votez pour elle. Mais la difficulté que nous avons, c'est que nous n'avons pas, là non plus, la capacité, la main pour pouvoir définir la personnalité. Alors, ça fait longtemps qu'on essaye de se battre pour essayer de faire en sorte qu'il y ait donc, ça s'appelle un Spitzenkandidat parce que c'est en fait aligné sur le modèle allemand, donc en fait le candidat ou un candidat tête de liste, et que quand vous votiez, quand vous allez voter, vous sachiez vous sachiez à l'avance, sera le président ou la présidente de la commission en fonction de ceux qui arriveront en tête, du parti qui arrivera en tête. Ça, c'est très, très, très compliqué. Et donc, oui, on a une compétence de contrôle de l'exécutif. Elle est essentiellement théorique parce que
c'est pareil. Nous, on a la capacité, on n'en a qu'une en fait, hein, c'est de voter la défiance. Simplement, il faut comprendre que si, à une période où l'Europe est quand même souvent très critiquée, euh, si bah, par exemple la question s'est posée au moment de la guerre en Ukraine, euh, ne pas donner la confiance ou voter la défiance à l'égard de l'exécutif et de la présidente de la Commission, c'est ouvrir une crise en Europe. Et qui serait le premier enfin, favorable au fait qu'il y ait une crise en Europe, évidemment, c'est Poutine. Et donc, vous êtes, je vais dire, presque contraint de faire en sorte que cet exécutif demeure et travaille. Et donc, vous allez l'aider du mieux que vous pouvez. Il y a quand même un point sur lequel le Parlement peut exercer un rôle, c'est le contrôle des commissaires, des candidats commissaires. Oui. Le Conseil présente des candidats et ces candidats sont validés par le Parlement. Et il est quand même relativement fréquent que des candidats soient éjectés par le Parlement. Il y en a à chaque législature au moins 5 ou 6 qui sont refusés parce que il faut bien dire que le traité de Nice, qui a introduit qu'il y ait autant de commissaires que d'États membres, et donc chaque État membre a un commissaire, fait que il y a des États membres, on ne peut pas les citer, mais des tout petits États membres qui n'ont pas un nombre de candidats possibles, potentiels bien élevés, et qui envoient un peu n'importe qui comme candidat pour être commissaire membre de la Commission, et là, le Parlement exerce quand même un contrôle salutaire. Alors, c'est pareil, avec une difficulté, j'essaye voilà, de vous donner vraiment le tableau tel qu'il est, avec une difficulté, c'est que nous n'avons pas le droit d'enquête. Oui. Oui, de manière très, très, très limitée, nous sommes en réalité, quand on discute sur un commissaire, on est dans l'obligation de nous limiter à ce que la presse nous en dit. Nous n'avons pas de pouvoir d'enquête, nous ne pouvons pas vérifier si ces déclarations sont exactes ou pas. Et donc, les rejets qui se font parfois aussi sur des critères pas vraiment objectifs, ou en tout cas qu'on ne puisse pas contrôler. Moi, j'ai porté il y a longtemps, quand je dis il y a longtemps, c'était au début de mon premier mandat, j'ai porté le fait qu'on commence à y arriver lentement, et une haute autorité indépendante, exactement comme on en a une en France, qui était à l'époque présidée par le président Nadal, qui était l'ancien procureur général près la Cour de cassation, qu'on arrive à avoir une autorité qui ait la capacité d'enquête. Voilà. Qui puisse. Que nous, on ait un choix politique, mais il faut éclairer. On ne va pas demander à des députés, c'est pas notre métier, c'est pas notre travail. Moi, je suis pas inspecteur, ni du fisc, ni de justice, ni quoi que ce soit. On ne va pas les vérifier, les déclarations. Donc, on a des déclarations validées. Mais on n'a pas il nous manque l'information précise que seule une autorité indépendante avec des magistrats à sa tête, des magistrats évidemment de toute l'Europe, pourrait mettre en œuvre. Donc là aussi, les choses avancent, hein. On est en train de parler de cette autorité indépendante. La question, c'est est-ce qu'elle aura un pouvoir de sanction ou pas? Et là, pour le moment, la réponse est non. Enfin, c'est un début. Bien, donc on comprend que les compétences législatives, c'est quand même le cœur Oui, du métier bien sûr. du parlementaire européen et du Parlement européen. Alors, dans les 10 dernières années, à votre avis, quels sont les textes les plus importants ou ceux dont les Européens peuvent se rendre compte que ça a eu un impact dans leur vie, puisqu'on reproche parfois, souvent, au Parlement ou à Bruxelles de prendre des décisions voilà, complètement absconses ou que personne ne comprend. Alors là aussi, c'est un débat qui est très compliqué. Je vais dire que les textes les plus importants sont ceux qui permettent de résoudre au niveau européen des questions qui peuvent être résolues au niveau national. Et c'est tout l'enjeu d'ailleurs de l'Union européenne. L'Union européenne, euh, elle n'est pas inscrite dans le marbre. C'est pas un texte révélé. Moi, je suis pas membre d'une église et j'en suis certainement pas son clergé.
C'est-à-dire que nous ne sommes pas là sur une vérité révélée. Nous sommes là sur la volonté qu'ont eue après la Seconde Guerre mondiale, après la guerre, la souffrance, la destruction, donc la nécessité de reconstruire et de mettre en œuvre des solidarités. En disant, à l'époque, l'acier, l'énergie, le charbon, enfin, etc. Mais c'était le fait de dire, voilà, quels sont les éléments indispensables pour reconstruire notre continent après l'horreur et les destructions de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, qu'est-ce que nous pouvons déjà mettre en commun? Qu'est-ce que nous pouvons construire ensemble? Plutôt que de nous faire la guerre, plutôt que de nous séparer, plutôt que de nous détester, essayons au contraire, en fraternité, de construire ensemble. Et cette réponse, elle a très bien marché. Au départ, l'acier, le charbon, l'énergie, etc. Il y a eu une vraie dynamique qui s'est faite au niveau européen. Tout simplement parce qu'on s'est aperçu à ce moment-là que si la France, l'Allemagne, la Belgique continuaient à être en concurrence, à un moment où on avait besoin de reconstruire l'Europe, c'était une catastrophe pour tout le monde. Même chose sur l'agriculture. Quand il fallait renourrir ces populations qui avaient souffert évidemment de la faim, et donc il fallait remettre la machine en marche. Et donc, qu'est-ce qui est important pour l'Europe actuellement? Quand je dis il n'y a pas ça n'est pas figé, ça n'est pas un texte, c'est que moi, ça ne m'intéresse que moyennement, pour être tout à fait honnête, quels sont les textes importants globalement de l'Union européenne. Ce qui m'intéresse, moi, c'est plutôt que nous décidions, que vous décidiez, que nous regardions qu'est-ce qui est important à mettre en commun. Quels sont les espaces de solidarité dont nous avons besoin dans le moment où nous parlons et dans les années qui viennent. Et là, vous allez avoir des réponses qui vont apparaître d'évidence. Par exemple, les questions environnementales, la pollution, un fleuve, prenez le Rhin, mais vous pouvez en prendre n'importe voilà, un fleuve qui traverse l'Europe, s'il est pollué à un endroit, eh bien, de fait, il va être pollué également en aval. Et il va entraîner des pollutions. Il faut que les États travaillent ensemble. La qualité de l'air, c'est une évidence. Les médicaments, la santé. On l'a vu avec la crise du Covid. On a vu que même les personnes les plus critiques à l'égard de l'Europe, finalement, reprochaient à l'Europe, au départ, de ne pas être assez efficace. Et c'était un paradoxe. C'est-à-dire qu'un certain nombre de gens qui ont toujours critiqué l'Europe ont critiqué à ce moment-là Mme von der Leyen en disant mais où est l'Europe? L'Europe, elle n'a pas de compétences en matière de santé. Tout simplement parce que les États n'ont pas voulu donner de compétences en matière de santé. Et c'est pour ça que je dis ce qui est important, c'est de regarder quels sont les enjeux qui sont devant nous, pour notre génération, pour les générations qui viennent. Et donc, dans les enjeux, il y a les questions environnementales, c'est une évidence, la qualité de la nourriture, la qualité évidemment de la production agricole. Et dans un marché intérieur, si vous autorisez certaines, c'est pour ça que cette discussion sur le glyphosate est une discussion qui m'a toujours moi un peu contrarié, c'est que si vous l'interdisez en France ou vous l'interdisez en Espagne, mais vous l'autorisez à côté, alors que dans le marché intérieur, de toute façon, on peut tout importer, globalement, c'est un peu compliqué. C'est beaucoup plus simple d'avoir une vision. Est-ce que c'est bon ou pas pour la santé? Est-ce que c'est bon ou pas pour les agriculteurs? Essayons d'avoir une réponse globale. Donc les questions de santé, les questions d'environnement, les questions d'industrie. On a très bien vu que la sidérurgie, elle est morte petit bout par petit bout, mais finalement, au départ, il y a eu de la concurrence. Et puis finalement, cette concurrence, elle a entraîné qu'à la fin, tout a fermé. Alors que s'il y avait eu une volonté européenne de préserver sa sidérurgie, plutôt que de se mettre dans des logiques de concurrence et de permettre notamment aux Indiens ou aux Chinois de venir se servir de ces concurrences, on aurait peut-être pu avoir une sidérurgie préservée au sein de l'Union européenne. Et on peut le multiplier pour beaucoup, beaucoup de sujets. Il y a énormément de sujets. Donc, moi, vraiment, ce que je retiens, c'est peut-être ce changement de discours, et on le voit aussi autour de l'Union pour la défense. Quand je parlais avec Alain Lamassoure il y a encore quelques années de l'Union de la Défense, Alain Lamassoure est quelqu'un que j'aime beaucoup. On n'était pas dans le même groupe. Il était chef de la délégation de la droite française au Parlement européen.
Mais Alain Lamassoure était un Européen convaincu. Mais il me disait, écoute Pascal, ta défense européenne, tout ça, ça marchera jamais, c'est pas possible. Les États ne vont jamais renoncer à leur capacité de défense individuelle, c'est très bien. Je lui disais, Alain, vu les dépenses, en gros, hein, on dépense à peu près, hein, si on regarde le cumul des dépenses de défense au sein de l'Union européenne, c'est à peu près 40% de celle des États-Unis. Est-ce que vous pensez que l'Union européenne a 40% de la capacité militaire des États-Unis? Non. C'est évident que non. On n'a même pas besoin de rentrer dans le détail. Donc la réalité, c'est que est-ce qu'on a besoin de mutualiser un certain nombre de choses? C'est évidemment oui. Et pour ça, il va falloir que les États renoncent à une partie, c'est-à-dire que si demain on fait des avions, et peut-être que le Rafale est un avion merveilleux, j'en sais rien, je suis pas compétent pour en parler, mais ça veut dire que si demain on dit que le Rafale doit être l'avion du futur en Europe, alors il va falloir que Dassault accepte de travailler et sous-traiter, comme Airbus l'a fait, bah, les Italiens feront peut-être les moteurs parce qu'ils savent les faire, j'en sais rien, peu me chaud. Mais ce qui est sûr, c'est que si c'est la France qui arrive et qui continue à dire je fais le meilleur avion, donc vous allez tous prendre le mien, et puis ça ne marchera pas. En revanche, si la France dit écoutez, déjà de ce qui existe, que ça va nous faire gagner de l'argent et du temps, mais regardons comment on peut mutualiser, peut-être quelque chose. Et pourquoi est-ce qu'on va avoir besoin de la défense? Ce que tout le monde a compris depuis l'élection de Donald Trump aux États-Unis et la guerre maintenant au sein de l'Europe, pas de l'Union européenne à sa frontière, mais au sein de l'Europe, on a très bien compris que demain, l'Europe, elle risque d'être toute seule. Et que si Poutine continue, Poutine ou un autre, ou demain les Chinois, alors pas nécessairement sur une guerre, mais dans des logiques en tout cas de rapport de force et de conflit, eh bien, on a compris que pendant très très longtemps, on tournait vers les États-Unis. Sauf que les États-Unis, eh bien, on est à la merci d'un changement de président aux États-Unis et de politique. Si effectivement Trump est réélu, rien ne dit que Trump, demain, aidera encore l'Ukraine ou demain aiderait la Pologne, puisqu'il a lui-même dit que l'OTAN, ce n'était pas sa priorité. Il a un peu bougé depuis, parce qu'évidemment, il a des généraux à ses côtés qui lui disent quand même. Et un lobby militaro-industriel. Exactement, et on fait partie des plus gros clients. Mais bon, indépendamment de ça, je veux dire, il y a effectivement des contre-pouvoirs. Mais enfin, globalement, on sait très bien que Joe Biden aide l'Europe, il considère comme l'Europe comme étant l'allié essentiel des États-Unis. On sait que Trump n'est pas sur la même ligne. Voilà. Et donc ça bouge. Et donc, c'est moi ce qui m'intéresse vraiment le plus. Et c'est, j'allais dire, le côté positif et la raison pour laquelle je quitte ce mandat avec quand même un peu de joie au cœur, c'est que je me dis, sur les 10 dernières années, j'ai vu bouger, évoluer la vision d'une perception de la nécessité de l'Union européenne en tant que réponse aux problématiques de notre temps. Oui, il y a un point qui fait largement consensus, c'est la question de la guerre numérique, la guerre contre les GAFAM. Il est bien évident qu'aucun pays européen ne peut mener une guerre contre les géants numériques américains ou chinois d'ailleurs, tout seul. Et là, il est bien évident que l'Europe a un rôle absolument majeur et même unique à jouer. Et Thierry Breton, on a la chance d'avoir un commissaire en charge de ces questions-là, qui est Thierry Breton, et qui a fait voter par le Parlement européen tout récemment deux textes absolument fondamentaux qui sont le DNA, DMA, Digital Market Act, et le DSA, Security Act. Voilà. Et ça, évidemment, aucun pays ne pouvait faire barrage à la mainmise des GAFAM sur nos données, sur notre vie privée. Ça ne pouvait être fait qu'au niveau européen. Et enfin, c'est tout à fait juste. Après, se posera et se pose toujours la question industrielle. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure du levier budgétaire. Quand Biden décide de relancer son industrie sur des critères qui sont des critères qui sont choisis par le gouvernement actuel américain, mais il a la capacité de le faire.
Et là, on va revenir. Alors, si je reprends toujours cette formule parce que pour moi, elle est vraiment essentielle. C'est la question de la potestas au sens Spinoza du terme. La potestas, c'est la capacité à agir. C'est pas simplement le fait d'avoir le pouvoir. Et c'est la différence pour moi entre la souveraineté et l'indépendance. Vous pouvez avoir un État indépendant, totalement indépendant. Mais a-t-il la capacité à agir? A-t-il le pouvoir? La fameuse potestas. C'est ça la souveraineté. C'est le fait d'être libre dans sa faculté, choisir, à décider et à mettre en œuvre. Concrètement, la France toute seule déciderait de ne pas importer tel ou tel produit, mettons par exemple issu du travail forcé en Chine, en disant des produits qui sont issus du travail forcé ou des esclaves ou des enfants, nous ne l'importons plus en France, seul. On a la possibilité. On a la possibilité de le dire. Est-ce qu'on a la possibilité de le faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire les Chinois en face? Ils vont regarder les Français, ils vont dire, ah bon, vous Français là, vous voulez plus importer nos vêtements. Bon, vous savez quoi? D'abord, on s'en fiche, parce que le marché français, bon, c'est bien, mais ça reste 60 millions de consommateurs. Mais nous, on va faire quelque chose. Hein, on va plus importer votre vin, on va plus importer vos produits Hermès, LVMH, etc. Et votre Bordeaux. Et quand on sait que nos produits de luxe, en gros, c'est 60% à l'export sur certains produits, dans le marché chinois notamment, évidemment, immédiatement, qu'est-ce qui se passe? Bah, les chefs d'entreprise appellent à juste titre, et les syndicats aussi, appellent Macron, le roi, et disent eh, oh, 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 vous allez vous calmer là sur. Si la France donc fait ça seule, ça ne marchera pas. Tout simplement, elle en a la possibilité, mais elle n'en a pas le pouvoir. Elle n'a pas la potestat de le mettre en œuvre seule. Et en revanche, ce sont les 450 millions d'Européens qui décident ensemble d'une politique publique et qui vont discuter, et là ils vont discuter d'égal à égal avec les Chinois, parce que les Chinois ne peuvent pas se passer du marché européen. Peut-être un jour ils le feront, peut-être, mais c'est comme les États-Unis. Ils ne peuvent pas se passer du marché en totalité. Et donc, là, ça ne veut pas dire qu'on va imposer nos règles, mais ça veut dire qu'on a la capacité, la possibilité de pouvoir en imposer, parce qu'on peut débattre au moins d'égal à égal. Voilà. Eh bien, ça, c'est toute la différence entre la souveraineté et l'indépendance. Donc, l'Union européenne ne peut être en réalité en capacité et souveraine. C'est pour ça que le discours du président de la République sur la souveraineté européenne est un discours absolument majeur, parce que c'est une nouvelle approche de l'Union européenne. L'approche d'une Union européenne, non plus simplement comme un marché intérieur, mais comme une capacité à peser dans le concert mondial, et donc à être souveraine, à essayer d'imposer aussi ses règles. Et ça, c'est absolument majeur. Et quand on parlait tout à l'heure, par exemple, des grands progrès ou de ce qui est important, l'Europe est l'endroit sur cette planète où, par exemple, les normes sanitaires, les normes sociales sont les plus importantes, les plus élevées, les plus hautes. Et pour pouvoir les maintenir, eh bien, il faut qu'on puisse effectivement avoir la capacité de déplacer le curseur. Sinon, on va partir dans une logique de concurrence vers le bas. Et comme on n'arrivera jamais à s'aligner sur les Chinois, et c'est tant mieux pour les questions sociales, pour le prix des salaires, pour etc., eh bien, on va disparaître. Il va nous arriver puissance 10, ce qui nous est arrivé avec la sidérurgie ou autre. Donc, il y a un moment où il faut que l'Union européenne dise, mais moi, je veux préserver ces acquis. Et ces acquis, je ne peux les préserver ensemble. Si nous voulons que nos enfants aient les mêmes droits sociaux repris dans le contexte qui sera le leur, mais globalement la même volonté d'équilibre, parce que l'Europe, c'est un espace d'équilibre entre les normes sociales, les normes environnementales et l'économie. Et on essaye de trouver le juste équilibre entre tout ça. Eh bien, si on veut que cela continue, alors il faut qu'on puisse peser ensemble. Voilà, c'est ça l'enjeu
Donc les textes les plus importants, ça a été dit, c'est ceux sur la santé, sur les molécules chimiques qu'on n'autorise pas. Et après, notre problème, c'est que pendant des années, la volonté libérale, au sens anglo-saxon du terme, l'a trop emporté, a dominé. Et c'est devenu, et c'était une idéologie, contrairement à ce qu'il voulait bien dire en disant mais non, mais l'idéologie, c'est soit l'extrême droite, soit l'extrême gauche. La réalité, c'est que c'était également une idéologie. Et cette idéologie nous a entraînés à être extrêmement naïfs. Quand on impose à nos agriculteurs, et maintenant ce débat, il est dans le débat public, mais ça fait des années, nous, qu'on le répète, en disant mais on ne peut pas demander à nos agriculteurs d'être ceux qui sont les plus vertueux en termes d'utilisation, même s'il y a encore beaucoup à faire, hein, mais en termes d'utilisation des pesticides ou d'autres produits, on ne peut pas leur demander ces efforts-là et d'un autre côté, faire open bar sur nos frontières et de les mettre en concurrence avec des produits qui ne répondent pas aux mêmes normes. C'est juste, là aussi, c'est du simple bon sens. Et donc, quand nos agriculteurs se révoltent, non pas nécessairement, bon, certains contre les normes, mais au-delà de ça, tout simplement pour l'écouter et pour dire, mais attendez, si moi vous m'imposez quelque chose, alors faites en sorte que les produits qui rentrent sur notre marché ne nous concurrencent pas de manière déloyale. Là, j'allais dire encore une fois, une question de souveraineté européenne. C'est à l'Europe de dire les produits qui ne correspondent pas aux mêmes normes sociales ou environnementales que les nôtres ne rentreront pas. Voilà, de manière à ce qu'on protège aussi. Ça a des effets, hein. Les effets, c'est que ça sera plus difficile d'exporter, enfin, etc. Il ne faut pas être non plus naïf. Mais là où on a eu un énorme problème et là où l'Union européenne est en train de bouger, c'est qu'elle a pris conscience de la nécessité aussi parfois de se protéger et de dire notre propre mode de vie est aussi important et intéressant que celui des États-Unis, de la Chine ou de je ne sais qui. Donc ça ne veut pas dire qu'on veut l'imposer au monde, ça ne veut pas dire qu'on veut être impérialiste, mais ça veut tout simplement dire, mais essayons de préserver ce que nous considérons comme étant essentiel. Et donc il y a ça. Une question peut-être concernant l'environnement. Vous en avez parlé comme d'un enjeu essentiel, un des enjeux essentiels. Oui. Qu'en est-il, à votre avis, du Green Deal européen? Comment ça se présente pour les années qui viennent? On a l'impression d'un espèce de frein en ce moment. Oui. Et comment vous sentez les différentes évolutions dans les différents groupes parlementaires européens? Peut-être à cette occasion-là, on peut passer pour que tout le monde n'a peut-être pas en tête la répartition des, au sein du Parlement européen. Il y a en fait Des politiques, sept des groupes, groupes. voilà, les groupes politiques. Donc, si, si le PPE, on connaît un peu certains acronymes, PPE, Parti populaire européen, donc qualifié, donc là, d'après Wikipédia, hein, je cite mes sources, libéral, conservateur, europhile, les démocrates, socialistes et démocrates, socialistes, sociodémocrates, europhiles, Renew Europe, donc Alliance démocrate, libéraux, Parti démocrate, Renaissance en France, voilà, libéral, europhile, groupe des Verts, Alliance libre européenne, donc écologiste, régionaliste, europhile, et puis les conservateurs et réformistes, donc là c'est les eurosceptiques conservateurs, voilà, identité et démocratie, les nationalistes et eurosceptiques également. Donc ça, c'est plutôt, les deux derniers, c'est plutôt tout à fait à droite. Et puis tout à fait à gauche, le groupe de la gauche au Parlement européen, éco-socialiste, antilibéral, et il ne se prononce pas sur le fait qu'il soit europhile ou pas. Voilà. Alors, voilà, donc ça, ce sont les grands équilibres actuels. Comment ça peut évoluer et vis-à-vis de cette problématique environnementale, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Alors, simplement, ils sont tous europhiles. Hein. Quand vous les écoutez, ils sont tous pour l'Europe. Que quand ils sont au Parlement européen, ils votent contre. Systématiquement, ils disent de toute façon, oui, ça va dans le sens de ce qu'on demandait, mais ça ne va pas assez loin, donc on vote contre. Donc, ils bloquent tout.
Alors, il y a une évolution. Je vais juste me lever parce que mais je ne sais pas si le micro. Pour que vous compreniez, et là, la différence tout à l'heure, on me demandait c'est quoi être parlementaire européen? Eh bien, être parlementaire européen, c'est l'opposé, en fait, en mode de fonctionnement, d'être un parlementaire national français. Tout simplement parce que il y a 705 députés. Quand j'ai commencé, il y avait 750, mais depuis les Britanniques sont partis, je suis pour rien. Personnel, j'ai même tout fait pour qu'ils restent. Ça n'a pas fait. Mais donc, il en reste 705. Donc, en gros, la majorité, hein, 350, il peut y avoir, de toute façon, donc on a intérêt à être 360, 370, comme ça au moins on est à peu près tranquille pour savoir faire passer un texte. Après, on reviendra au Green Deal, pas. Et amusez-vous à faire rapidement de tête une addition entre la gauche et la droite. Vous pouvez, si vous êtes comme en France, vous êtes dans la majorité, alors qu'elle soit de gauche ou de droite, hein, vous êtes dans la majorité, vous votez les textes de la majorité et du gouvernement, parce que sinon, vous êtes un traître. Et puis si vous êtes dans l'opposition, bah, vous votez contre, parce que sinon, vous êtes un traître. Vous êtes un traître. Ou alors, vous avez un agenda caché. Vous avez voté pour un texte du gouvernement, non pas parce que vous le jugiez bon, ça, c'est pas possible. Vous l'avez voté parce que vous voulez devenir à un moment ou un autre ministre. Hein, c'est bien connu, puis vous allez bientôt trahir. Donc, en gros, vous avez d'un côté le monde blanc, celui de la majorité, de l'autre le monde noir, celui qui est contre tout, et puis évidemment, voilà, régulièrement on tourne. C'est-à-dire que ceux qui étaient d'un côté se retrouvent de l'autre, et puis donc c'est maintenant c'est eux, etc., etc. Ça, c'est le fonctionnement français. Il a des avantages, hein, il paraît qu'il donne la stabilité, etc. Ces derniers temps, c'est un peu moins efficace. Mais globalement, ça a donné, en tout cas, ça a permis à la Ve République de fonctionner comme ça. Sauf que c'est un inconvénient majeur. C'est que vous n'avez pas besoin d'écouter l'autre. Puisque vous êtes majoritaire et en général, vous avez même la majorité absolue. Donc, en gros, vous avez raison et vous passez votre texte. Et les autres ont tort. De toute façon, ils sont minoritaires. Par définition, quand vous êtes minoritaire, vous avez tort dans une logique de scrutin majoritaire. Mais ça, c'est le contraire du fonctionnement de l'Union européenne. Parce que dans l'Union européenne, vous pouvez additionner, vous n'avez pas de majorité politique. Et donc, vos majorités, vous allez les faire texte pour texte. Ce qui veut dire que vous allez être obligé d'écouter l'autre et d'essayer de le convaincre. Et ça change tout. Parce qu'évidemment, si vous êtes dans je suis contre tout, rien ne se passe. Et donc, il n'y a aucune loi qui sort. Bon, pour un Parlement, c'est quand même gênant parce que vous êtes censé faire la loi. Donc, vous êtes obligé de faire des textes parce que vous considérez que l'intérêt général vous a mandaté pour faire des textes et pour essayer de définir quel est l'intérêt général européen. Vous allez être obligé d'aller chercher une majorité. Et le bonheur, le vrai bonheur en politique, en démocratie, c'est pas d'avoir raison contre les autres, c'est d'arriver à avoir raison avec les autres et d'arriver à construire une majorité qui va être suffisamment large, finalement, faire en sorte que votre texte, il va pouvoir passer. Parce que personne n'aura le sentiment, bien sûr, il y aura toujours des opposants, et c'est normal. Pas dans un monde où finalement tout le monde va se mettre d'accord sur tout. Mais sauf que le compromis au sein de l'Union européenne, c'est pas un gros mot. C'est même quelque chose qui est recherché. C'est comment j'arrive, je parlais tout à l'heure de la question des agriculteurs et la question des écologistes. En France, vous allez avoir systématiquement, et certains l'entretiennent, l'opposition entre le monde agricole et l'écologie politique. Et finalement, chacun est dans son couloir. On va dire, l'écolo, merde, clairement, il me fout des textes, il me fout des normes, il fait des machins, foutez-moi la paix, laissez-moi nourrir le monde. Je sais le faire, et mon père savait le faire, et mon grand-père aussi, n'emmerdez pas. Très bien. Très bien ou pas très bien, mais je fais bref, mais en gros, c'est ça l'histoire. Et en face, vous allez avoir les écolos qui vont dire, empoisonneurs, vous nous piquez la flotte, vous nous foutez des saloperies, des pesticides, des machins, vous tuez les abeilles, et vous empoisonnez le monde. Ah ouais, avec ça, on va aller loin. Et donc, nous, au sein de l'Union européenne, on ne peut pas raisonner comme ça. On n'a pas la capacité de raisonner comme ça.
et on veut faire avancer les choses, donc on fait se parler les gens. Et vous allez avoir des écolos qui vont parler avec des agriculteurs et réciproquement. Et l'écolo va dire, je peux quand même baisser les pesticides, etc. Et l'agriculteur va dire, ouais, mais moi je veux bien baisser les pesticides, mais attention, ça me coûte tant de plus à l'hectare. Donc si ça me coûte tant de plus à l'hectare, il va falloir, deux, il va falloir protéger mon marché, ce dont on parlait tout à l'heure. Là, on arrive à trouver des points d'équilibre. Et donc, la question du Green Deal, c'est que on a été obligé donc de trouver pendant très très longtemps au sein du Parlement européen, il y avait une majorité à l'allemande, ce qu'on appelait la grosse coalition, c'est-à-dire que les deux partis que vous voyez en haut, la droite traditionnelle, qui en France était représentée par historiquement l'UMP, enfin, dont on parlait, Jean Lamassoure, etc., s'associaient avec les sociodémocrates. Et à eux deux, ils avaient la majorité au Parlement européen. Et donc, globalement, alors, vous aviez aussi les Verts, vous aviez les libéraux, etc., qui venaient se greffer pour essayer d'avoir des majorités les plus larges possibles. Mais en gros, vous aviez un équilibre entre les chrétiens sociaux, historiquement, qui étaient sont représentés par la CDU allemande et la CSU, on va dire la partie, là aussi à la masse, protestante, et la partie catholique de la CSU bavaroise. Et puis, vous aviez les socio-chrétiens en France, dont Delors était un des exemples historiques, mais il y en avait d'autres. Et ça constitue une majorité. Mais c'était une majorité comme on ne les voit pas en France. On l'a vu à de très rares moments. Et cette grosse coalition donnait à l'Europe cette capacité d'avancer finalement sur des valeurs qui étaient les valeurs de l'état de droit, du respect, de la tolérance, parfois un peu plus à droite, parfois un peu plus à gauche. Globalement, on essayait de trouver un équilibre. On a pour faire bref, sur des équilibres. De temps en temps, certains textes étaient un petit peu plus poussés que les autres. Et puis, ça n'existe plus. Voilà. Donc, on a maintenant la nécessité d'aller trouver, y compris par exemple pour faire passer le Green Deal, de trouver un accord entre le groupe des Verts, qui doit s'accoupler, alors parfois aux socialistes, parfois à la droite, etc., etc. Et ça, c'est vraiment le quotidien du Parlement européen et de l'Union européenne. Et c'est en ça que l'Europe est également extrêmement importante. On entend souvent dire que l'Europe n'est pas un espace démocratique. La réalité, c'est quasiment l'espace le plus démocratique dans beaucoup de... Bien sûr, bien sûr, tout simplement, encore une fois, et c'est pour ça que je voulais l'illustrer. Alors, l'hémicycle, le camembert, l'hémicycle le montre encore mieux, mais globalement, vous voyez bien, on a besoin les uns des autres de faire passer les textes. On a besoin de se respecter et de parler et de faire des compromis. Voilà. Et d'ailleurs, ce fonctionnement a entraîné l'adhésion à l'idéal européen de beaucoup d'eurodéputés qui étaient partis relativement europhobes à Strasbourg et qui, au bout de quelques mois, ont complètement changé. Moi, j'avais entendu il y a quelques années un député communiste qui disait que finalement, il avait découvert le fonctionnement démocratique à Strasbourg. Et ça, on n'en a pas vraiment conscience en France, en particulier, où on reste dans cette logique d'affrontement et pas du tout dans la logique du compromis. Je lisais un article dans Le Point là récemment d'un journaliste du Point justement qui était étonné de voir au bar du TGV des députés de presque l'ensemble de ce spectre politique qui discutaient agréablement autour d'un verre, échanger leurs idées, etc. En France, ça ne se produit plus depuis très longtemps. Alors, qu'on vienne donner des leçons de démocratie à l'Europe, je trouve ça un peu exagéré. Et non, mais c'est clair. Et en ce qui concerne donc le Green Deal et d'autres textes, donc les avancées ont été le fait justement de ces accords et de cette vision. Après, moi, je fais partie des gens qui pensent que il ne faut pas que la loi aille trop loin. Il faut, et Rocard l'expliquait bien mieux que moi, mais on avait eu cette discussion et je reste convaincu que Michel Rocard avait raison. Quand il n'y a pas d'approbation populaire, je le dis avec mes mots pas les siens, mais l'idée est la même, il parlait d'un passeport pour l'échec. C'est-à-dire qu'un texte qui n'est pas accepté, qui n'est pas compris, qui n'est pas partagé, en règle générale, échoue dans sa mise en œuvre ou après on recule. Et ce qui se passe avec le Green Deal,
C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a eu phénomène de mode, pardonnez-moi, je ne voudrais pas dire que les questions climatiques sont, mais globalement, c'était dans l'air du temps, il fallait faire quelque chose pour le climat, il faut, etc., etc. Il faut, et on a vu, peut-être, et par l'espèce de l'euphorie du moment ou par le phénomène de masse, etc., j'ai l'impression qu'on est allé très vite sur beaucoup de choses. Et ensuite, bah, il y a un peu le reflux. Et le reflux se fait pour deux raisons. La première, c'est que, comme par exemple, j'entends dire qu'on va arrêter tous les véhicules thermiques en 2035, peut-être ça sera le cas. Peut-être. J'ai des doutes. J'ai d'autant plus de doutes que, à ce stade, on n'a pas résolu la question des centaines de milliers d'emplois dans l'automobile européenne. Et que je ne pense pas qu'on puisse résoudre une question environnementale, écologique, climatique contre le social. Voilà, ça c'est en tout cas c'est ma position. Je suis prêt à en débattre. Peut-être que les risques climatiques sont tels qu'il faut y aller même au risque de mettre des centaines de milliers de gens au chômage. Moi, je ne suis pas persuadé de ça. Et je reste persuadé que peut-être il vaut mieux prendre 5 ans de plus, euh, même s'il le faut 7, mais d'essayer de le faire avec l'appui des syndicats, avec l'appui des industriels et d'essayer de trouver un bon équilibre. Sinon, c'est les Chinois, pour une part, en ce qui concerne l'électrique, pour le moment, c'est à peu près bien écrit. En gros, c'est les États-Unis et les Chinois qui vont bouffer le marché. Je n'ai rien contre les États-Unis et les Chinois, à condition que ça soit équilibré, encore une fois, et qu'on ne tue pas tous nos emplois. Ah, donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller vers une mobilité douce, électrique, etc. Bien, moi, je le défends. Mais c'est pour répondre aussi sur la question du Green Deal, c'est-à-dire que cet équilibre, il faut parfois faire en sorte que les gens l'acceptent aussi. De la même manière que je me suis battu, vous disiez tout à l'heure que j'avais été élu chez les écologistes et je les ai écoutés effectivement très rapidement, non pas à cause de l'écologie d'une manière générale, parce que par exemple avec les Grünen allemands, je m'entends très très bien et je continuais à très bien m'entendre avec eux, mais je ne m'entends pas avec la vision que les Verts français ont des questions environnementales qui finalement n'intègrent pas suffisamment pour moi le monde réel, c'est-à-dire le monde de l'entreprise, le monde des syndicats, le monde de la finance. Il y a des enjeux qui sont des enjeux compliqués, on va dire très compliqués. Et donc, je souhaite qu'on arrive à trouver cet équilibre. Et sur le Green Deal, donc on est avancé très vite, c'est très bien, parce on a mis des marqueurs, hein. Simplement, faut-il pouvoir les tenir. Et là, ce dont on s'aperçoit, c'est que ça recule un peu, pour des raisons, vous allez dire, tout simplement pratiques, hein, parce que voilà, on ne peut pas aller plus vite que la musique, mais aussi pour des raisons malheureusement politiciennes, c'est qu'il y a eu une montée dans un certain nombre de pays des droites dures et de l'extrême droite énorme, un peu comme le système américain, Trump, quand il a dit l'État, les normes, tout ça, c'est insupportable. On a vu la même chose en Europe. Et il y a une partie de la droite qui a compris qu'elle était prise en étau, finalement, hein, entre la montée de l'extrême droite, donc la montée des extrêmes, et puis un centre qui devenait un peu, on va dire, plus puissant que ce qu'il était avant, et qui donc se sont dit, mais on va disparaître. Et qui ont commencé à reprendre aussi une rhétorique, et je parlais tout à l'heure de la CDU allemande, on arrive à voir quelque chose qui est, et là vous ne le voyez pas encore, parce que, vous voyez, le CR et ID, c'est-à-dire en gros chez nous, le Rassemblement National et Zemmour, hein, c'est ça, hein, le CR, le MS italien, enfin le Fratelli d'Italia, donc l'extrême droite néo-fasciste. Salvini, J'ai horreur d'utiliser. Et non, Salvini, il est à ID. Et donc, vous voyez, en gros, c'est 66 plus 61. Donc, pour le moment, ça fait 120. 120, ça reste inférieur aux socialistes, et puis par ailleurs, ils ne votent pas toujours ensemble. Il y avait une histoire en Allemagne. La droite allemande, et notamment les chrétiens démocrates allemands, ne se tournaient jamais vers l'extrême droite. Jamais. Que leur histoire, évidemment, ils l'avaient payé suffisamment cher. Et donc, même les plus à droite de l'Allemagne, et je pense notamment à la CSU et à ceux qui l'ont connu, Strauss et d'autres, qui étaient vraiment des gens qui chez nous auraient été considérés comme de droite très très dure, mais jamais ils ne se seraient tournés sur une alliance avec l'extrême droite. Or,
qui est en train de se passer. Et c'est ça aussi sur le Green Deal, hein, mais pas que le Green Deal. La même chose sur les migrants, la même chose sur beaucoup de sujets. Euh, la droite, là, telle que vous la voyez, les 68 plus 61, ils sont projetés sur les prochaines élections à, en gros, 85 et 80. C'est-à-dire que les uns plus les autres, ça fait 160. Et 160 plus les 176 que vous avez là-haut, qui sont projetés à un peu plus de 180, là, pour le moment, ça commence à être en capacité de faire une majorité. Et vous voyez Madame van der Leyen, présidente de la commission PPE, donc de la droite, qui, lorsqu'elle s'est déplacée en Tunisie pour parler de la question migratoire, et lorsqu'elle s'est déplacée en Ukraine pour parler des questions de défense et notamment de lutte contre Poutine et la Russie, elle l'a fait avec Giorgia Meloni, c'est-à-dire avec la chef de gouvernement italienne d'extrême droite. Ça, c'était quelque chose qui n'existait pas avant. Et ça, c'est mon inquiétude. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que demain, quand je parlais tout à l'heure des majorités qui se font, etc., ça ne veut pas dire que la droite va se mettre en alliance avec l'extrême droite. Ne me faites pas dire ce que je ne pense pas. Mais en revanche, la droite, qui va être majoritaire, va présenter un certain nombre de textes et va pouvoir se tourner vers la gauche et vers le centre en disant attention, si vous ne venez pas sur mes positions, et là on se rapproche de ce que je dénonçais tout à l'heure, c'est-à-dire l'hégémonie majoritaire. Ils vont dire si vous ne venez pas, alors ces textes vont passer avec l'extrême droite. Et vous ne voulez pas, vous, socialistes ou vous, libéraux, vous ne voulez pas que nos textes passent avec l'extrême droite. Donc, votez-les avec nous. Comme ça, je n'aurai pas besoin de m'allier avec l'extrême droite. Et ça va être une rhétorique, une espèce de chantage moral qui risque de dominer le prochain Parlement. C'est rien, je suis pas, j'espère me tromper, mais il y a un risque, en tout cas, assez important. Et donc, le Green Deal risque de reculer, mais pas que le Green Deal, mais par exemple aussi les droits sociaux. On est en train on a obtenu pour la première fois le fait qu'on pose une Europe qui parle d'un salaire minimum en Europe. C'était quelque chose qui n'existait pas avant parce que l'Europe n'avait pas non plus de compétences sociales, enfin, des sujets qui sont très très importants. Eh bien, ces sujets-là risquent de reculer au motif que les majorités vont évoluer. Voilà. Et que la démagogie, là, enfin, le fait par exemple de dire il faut moins de normes, n'a pas de sens. C'est-à-dire, il faut certainement des normes, des meilleures normes. Peut-être il faut en enlever de nouvelles de manière à pas être dans des logiques de millefeuille. Mais la notion de norme, quand on parlait par exemple, dire ne pas normer, c'est contraire à notre histoire, nous, de l'état de droit. Ça veut dire entre le fort et le faible, on ne met pas de loi, et la loi du plus fort domine. Et donc, si c'est ça qu'on veut, on détruit même notre perception même de l'état de droit. C'est la raison pour laquelle je considère que le débat sur les normes est un faux débat. Bien sûr qu'il ne faut pas trop de normes. Le fait de dire on enlève des normes, à ma connaissance, n'a pas de sens, surtout que les normes que nous prenons maintenant, ça a été dit tout à l'heure, c'est sur des sujets qui sont des sujets essentiels. Les questions de l'intelligence artificielle. Enfin, moi, je veux bien qu'on ne norme pas. C'est quelque chose qui n'existait pas il y a 20 ans, en tout cas très peu. Là, ça apparaît. Si on ne norme pas, ça veut dire qu'on laisse la liberté du marché, la capacité de gérer ce qui va être demain l'intelligence artificielle. C'est un problème. Donc voilà, c'est mon inquiétude. Et là, sur ces sujets-là, et sur l'évolution de la perception qu'il y a une partie, notamment de la droite et de l'extrême droite, évidemment, de, 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 je veux dire, l'extrême droite, elle est cohérente. On ne veut pas de l'Europe que nous défendons. Ça n'intéresse pas. Une Europe des droits humains, une Europe de l'état de droit, une Europe des droits sociaux, tout ça l'intéresse. Après tout, si tout ça disparaît, c'est un problème pour eux. Là où moi je suis plus gêné, c'est ceux qui ont construit cette Europe, ceux qui ont posé l'Europe telle qu'on la connaît comme étant la pierre angulaire de leur vision, sont en train d'avoir l'Europe honteuse.
et de reculer. J'entends des critiques à l'égard de l'état de droit ou à l'égard de l'Europe. Je lisais Laurent Wauquiez, il y a inimaginable qu'il a dit sur le fait que si l'Union européenne continuait à avoir des juges qui prenaient des décisions, alors il faudrait s'exonérer. Depuis quand on s'exonère de la justice? C'est inimaginable d'entendre ces propos-là. L'équilibre des pouvoirs, l'état de droit, le respect des institutions judiciaires, du législatif, c'est la pierre angulaire. Sinon, on fait du Trump, voilà, ou du Bolsonaro. Ou dans l'autre sens, hein, pour une part, évidemment, du Chavez ou les autres. Bon, on peut dire qu'il n'y a que la droite qui est dans la démagogie. Voilà. Il y a la même chose à gauche. On a des tas de questions à poser à Pascal Durand, mais peut-être que vous en avez vous aussi également. Alors, je crois que votre temps est limité. Donc, voilà, si vous avez des questions à poser tout de suite, que ce soit par le chat sur Zoom, pour ceux qui sont sur Zoom, ou bien directement dans la salle, n'hésitez pas à venir les questions, à venir les poser. Euh, voilà, vous pouvez éventuellement vous approcher. Il y a un micro là que Benoît peut passer à ceux qui veulent venir poser une question Ou faire une remarque. et vous faire une remarque. Madame, chez vous pour que tout le monde vous entende peut-être. Vous montez le son du canal 1 en haut. Vous avez parlé des. Ah, voilà, Je me tourne de dos, excusez-moi. c'est pas grave. Vous avez parlé des normes qui ont effectivement très mauvaise presse. Et peut-être qu'elles sont très mal expliquées, Oui, et très mal bien sûr. formulées. Oui. Et personne ne prend le relais c'est les commissions qui font les. La commission. La commission. Pourquoi personne ne prend le relais pour expliquer que c'est nécessaire? On a l'impression depuis des années, moi je me souviens il y a 20 ans, on nous disait que la Commission européenne avait légiféré sur la taille Oui, des le concombre ou la banane. La banane ou le concombre. huiles qu'on mettait sur la table en Italie. L'huile d'olive. Pardon, on avait l'impression que c'était un peu n'importe quoi. Donc je crois qu'il y a un problème Explication. d'explication. Merci. Alors, là aussi, il y a des approches. Il y a une part de vérité sur la normalisation européenne, la standardisation. Mais il faut se poser alors pas sur l'huile d'olive, enfin sur la composition de l'huile d'olive, vous avez raison, ou sur alors la taille des bananes et la taille de concombre, ça c'est un mythe, ça n'a jamais existé. Mais en revanche, il y en avait un autre qui courait, c'était celui des rétroviseurs. On disait, mais l'Europe a normé les rétroviseurs, vous vous rendez compte, la taille d'un rétroviseur, etc., etc. Le fait est que qui a demandé à ce qu'on norme? C'est là où on va avoir ce débat absolument surréaliste sur les. Qui a demandé à ce que l'Europe norme sur les rétroviseurs? Les industriels. Pourquoi? Parce que comme c'est un marché intérieur, c'est beaucoup plus simple pour eux d'avoir une pièce standardisée qu'ils balancent dans 27 pays, à l'époque, etc., sur des normes qui sont très claires. Par ailleurs, ça leur permet, eux, d'anticiper comment ils vont produire. Ça leur permet aussi d'éviter d'avoir de l'importation de produits concurrents qui ne répondraient pas aux mêmes critères. Et donc, ce sont les industriels qui ont demandé des normes, tout simplement pour améliorer leur propre fonctionnement. Ce sont les mêmes qui, derrière, viennent dire 10 ou 15 ans plus tard, arrêtez de nous ennuyer avec les normes, parce que vous comprenez, on a besoin de la liberté d'entreprendre. Oui, on comprend. Ben, Il faut dire aussi ok. que les États en ont quelquefois rajouté. Alors, il y a la surtransposition. Ça, c'est un sujet, parce que certains États vont aller contre des décisions européennes ou vont essayer de modifier, on va dire, des textes européens. Et ils vont surtransposer. Mais c'est quand même pas le courant. Et d'une manière générale, l'Europe ne norme pas au-delà de ce qui lui est demandé par l'ensemble des acteurs d'un secteur.
Et quand on va calibrer, moi j'avais l'exemple quand on avait visité un champ de pommes de terre. Un champ de pommes de terre qui était dans le nord d'ailleurs, où il pleut normalement beaucoup. Et là, il pleuvait pas et c'était arrosé. Et la question à l'agriculteur, c'est mais pourquoi vous arrosez alors que finalement vous manquez pas d'eau, etc. Il dit ah non, on manque pas d'eau. Le problème, c'est que quand l'eau elle tombe, on ne sait pas exactement quand, et donc on ne peut pas contrôler la progression de la pomme de terre. Et l'industrie, notamment pour faire les frites, etc., les McCain et compagnie, nous demande des standards. Et donc, ils demandent à ce que les pommes de terre soient standardisées pour pouvoir rentrer dans les usines, etc., etc. Donc, les marchés sont également directement reliés au calibrage. Et ce monde-là est un monde, mais qui n'a rien à voir avec l'Union européenne. C'est juste un monde, j'allais dire, de production. Enfin, bon, on ne va pas rentrer dans le détail. Là, pour le coup, je reprendrai ma casquette écolo, ça serait un peu trop long. Mais la réalité, c'est que ce monde-là est le monde dans lequel on vit. Alors, on peut ne pas l'aimer. Et à titre personnel, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. Mais globalement, c'est le monde réel. Hein, et donc, on vit dans le monde réel et on opère dedans. Donc, le calibrage, le fait d'industrialiser, de normaliser, etc., est une demande de la production de masse, de chaîne. Voilà. Et donc, ça, c'est une chose. Après, la deuxième chose, et j'ai vu votre main se lever, et la deuxième chose, c'est la communication. Oui, il y a sûrement un déficit de communication, mais la faute à qui? Par exemple, quand vous allez, je sais pas, vous allez vous promener en Espagne, enfin, peut-être vous allez vous promener en Espagne ou pas. Quand il y a des constructions en Espagne, vous avez des grands panneaux. Ici, l'Union européenne a financé, etc., a mis. Allez vous balader en France. Ici, le Conseil général régional. Alors, le Conseil régional, il ne ment pas. Quand j'avais visité le château de Foix, qui est splendide, qui a été rénové, etc., vous avez un grand panneau en disant le Conseil régional a financé 2 millions. C'est vrai. Ils oublient juste de dire que 50%, c'est de l'argent européen qui a été remis à l'instance régionale, puisque l'Europe peut financer jusqu'à 50% de certains projets culturels, etc. Et vous n'avez pas un mot là-dessus. Vous n'avez pas un mot. Tout simplement, moi, en tant que député européen, personnellement, je n'ai pas trop le fait d'aller à l'inauguration, etc., etc. Mais quand on ouvre un centre d'apprentissage dans une ville, en règle générale, c'est l'Union européenne qui a financé 50% du centre. Et c'est les centres de formation des jeunes, etc., les CFA. Vous avez déjà vu un député européen ou un représentant de la Commission invité? Non. Vous allez avoir le maire. Alors là, le maire, il va vous faire un beau discours. Il n'a pas mis un centime là-dedans. Et alors, il va expliquer que vraiment, il fait beaucoup pour la ville et beaucoup pour les jeunes. Et il a raison de le dire. Et c'est très bien qu'il le dise, parce que c'est très bien qu'il y ait des CFA. Enfin, il y aurait quelqu'un pour dire, et c'est grâce au financement de l'Union européenne que nous avons pu ouvrir ce CFA, etc., qui va permettre aux jeunes de notre ville et des environs de se former. Là, je serais le plus heureux des hommes. D'une part, ça serait vrai, et d'autre part, ça permettrait justement de montrer à quel point l'Union européenne. Voilà. Donc, la classe politique française, alors je parlais tout à l'heure de l'Europe honteuse, mais alors, c'est devenu, enfin là, pour le coup, depuis en gros Mitterrand, le président Macron n'a pas l'Europe honteuse, lui. Mais d'un autre côté, il valorise finalement assez peu le travail de l'Union européenne. Il valorise ce travail au sein de l'Union européenne, et il a raison, pour une part, qu'effectivement, il a redynamisé l'Union européenne. Mais globalement, ce qu'on explique, c'est la France, c'est l'Europe. Et la France et l'Europe parlent français maintenant. C'est d'ailleurs la grande thèse de mon ami Guetta, qu'il a même mis dans un livre, en disant l'Europe parle français. Ouais, bon, ça m'ennuie un peu. Quand même, ça serait vrai. Ça m'ennuie qu'on dise comme ça. Hein, parce qu'il y a quand même 26 autres pays. Et que, comme me le disait si bien Danny Cohn-Bendit, et il disait la même chose en Allemagne et en France, il disait en Allemagne, l'Europe, c'est pas l'Allemagne en plus grand, prenez-le. Il disait la même chose en France, l'Europe, c'est pas la France en plus grand. Voilà. Et donc, oui, on a un problème de communication. La France, quand quelque chose va bien, c'est la France. Et quand quelque chose va mal, c'est Bruxelles. Voilà, c'est pas Strasbourg, hein. C'est Bruxelles. Dans ces cas-là, c'est toujours Bruxelles. Voilà. Donc, bon, il faut communiquer. Après, il y a une dernière chose.
Est-ce que vous avez une page Europe dans votre quotidien habituel? Voilà, merci. Il n'y a qu'un journal en France, c'est Ouest France. Il y a une page Europe consacrée à l'Europe. Dans le monde, notamment, c'est une chose dans le Figaro, mais dans le monde, c'est carrément dans les pages internationales. Comment voulez-vous expliquer, et que moi j'explique à mes gamins ce que c'est que la citoyenneté européenne, quand déjà, dans un journal de référence comme Le Monde, on m'explique que c'est l'international. C'est donc dehors. Voilà. François, comment ça s'est passé pour l'unification du réseau ferroviaire? Parce que les Espagnols n'avaient pas le même Oui, que nous. Et maintenant, il y a des trains qui vont directement oui, de Paris à Madrid. Et oui. ça s'est passé. Eh ben, Est-ce qu'il y a toujours ce même écartement et on doit, non, on doit pas. non, c'est fini. C'est fini. Madrid, Barcelone, etc. C'est fini. Comment ça se fait et comment on a vraiment multiplié les réseaux ferroviaires et puis ouvert aussi notre marché en France, aux Italiens, à la concurrence. etc. Oui, alors l'ouverture du marché alors bon, pour les Espagnols, on a financé des nouvelles infrastructures qui ont été financées par l'Europe, enfin pour une grande part, aussi financées par l'Espagne évidemment, mais essentiellement par l'Europe. C'est exactement l'illustration de ce dont je parlais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble plutôt que effectivement d'avoir à changer. Dans ma génération, quand j'étais gamin, il fallait descendre du train. Voilà, c'est bon. Enfin bon, c'est comme ça. Et donc, comment on a pu changer ça? Par les financements européens et par les infrastructures. On a essayé de faire la même chose avec l'énergie. Ça a été très, très, très compliqué pour l'énergie parce que chaque pays considérait que finalement, chacun a tiré. L'Allemagne a décidé de sortir du nucléaire sans en parler à personne. Personne. Et elle s'est mise en dépendance à l'égard du gaz russe. Je laisse de côté les mines de charbon. Pour une grande part, elle a gardé pour des raisons sociales beaucoup plus que pour des raisons, je vais dire, de nécessité absolue, mais elle s'est rendue dépendante au gaz. Elle n'a jamais demandé la question. Voilà, elle n'a pas demandé l'avis des autres. La France, quand elle a développé le nucléaire, elle n'a pas non plus demandé l'avis des pays environnants. Et donc, on a réussi pour l'énergie à mettre en place maintenant des tuyaux, ce qui est déjà beaucoup, ce qui est un progrès. Après, voilà, c'est-à-dire que l'Europe se construira et se construit petit à petit euh, en fonction de la perception qu'auront les États membres de la nécessité de trouver des accords avec les autres pays. Quand l'Espagne a voulu se désenclaver, il lui a paru d'évidence qu'il fallait que ses rails soient alignés sur les rails des autres pays européens, et ça s'est fait. Après, il faut de l'argent. Il revient à la question de tout à l'heure. C'est vrai que s'il y avait des recettes, on pourrait développer. Il y a tellement d'industries que l'Europe pourrait développer. On sait faire des trains, on sait faire des rails, si on avait les moyens de le faire, on pourrait. Enfin, la politique de grands travaux, enfin, sans revenir à des. Quand il y a des périodes de chômage, quand il y a des périodes où l'industrie va mal, on lance des grands travaux. Et c'est pas honteux. Oui, bien sûr. C'est dommage parce que vous dites ça, mais il faut avoir des projets communs. Oui, Airbus, c'était pas venu dans le projet européen. oui, Et puis après, on voit que les commissions se tirent une malle dans le pied en refusant la fusion oui, comme climat. Et quand vous parlez de climat, c'est pas que j'y pense. oui. C'est quand même drôle de travailler fort. Ah, mais vous avez raison à 100%. Vous n'imaginez pas à quel point au Parlement européen on s'est battu contre la position de la Commission. Ah, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la question d'idéologie. Mais il y a une incapacité de la Commission européenne, c'est en train de bouger. Mais pour ça, il faudrait encore une fois, mais un Jacques Delors, je ne veux pas, on peut certainement pas parler en plus, a fortiori les morts, mais Jacques Delors aurait eu une vision européenne de l'intérêt européen de cette fusion, alors que la Commission, elle a simplement vu les règles concurrentielles économiques. Voilà. Et elle a raisonné, non pas en géopolitique, non pas en stratège politique, etc., mais en bureaucrate, euh, idéologue, bureaucrate. Voilà. Et on s'est battu au Parlement, mais bien sûr que je partage tout à fait votre. Alors, ça n'arrivera plus, je pense. Oui, enfin, je voudrais quand même, Parce que ça a tellement. bon, je voudrais quand même relativiser parce que il y a un exemple, un contre-exemple parfait, c'est Airbus. Airbus
aucune société d'aéronautique, que ce soit française, allemande ou autre, n'a absorbé une autre société ou n'a fusionné. Il y a eu un consortium qui s'est créé. Et pourquoi on n'aurait pas créé un consortium du chemin de fer? Mais peu importe. Non, Airbus n'a pas été fait avant l'Union européenne. Oui, Oui, mais on aurait très bien pu faire un consortium entre Siemens et Alstom, hein, qui aurait mis en commun un certain nombre de moyens pour faire un TGV international qui serait vendu à l'international. Il faut bien voir que la notion de concurrence, elle est au cœur de l'Europe au départ. C'est extrêmement difficile de revenir dessus. D'autant plus que dans le cas de Siemens et Alstom, il y avait des concurrents espagnols et italiens qui n'étaient pas du tout d'accord pour que l'Europe accepte la fusion entre Siemens et Alstom qui auraient été dominants sur le marché. Oui, mais il y a eu d'autres erreurs. Je crois qu'il y a une autre question qui nous vient par Zoom. Un sujet que au Parlement, vous n'avez pas évoqué, c'est la question des migrations. oui. Migratoires. Parce qu'il Il y y a, a eu un texte important qui s'appelle le pacte migration. oui, Pour asile, dire quelques migration. mots et dire quels sont qu'il y a d'autres enjeux dans les élections à venir dans ce thème qui est si complexe. Il y a un enjeu majeur. Pourquoi est-ce que je n'en ai pas parlé au niveau Parlement européen? Parce qu'essentiellement, on me demande de parler de ce que fait le Parlement et je ne voudrais pas mentir en donnant au Parlement des pouvoirs qu'il n'a pas. Parce que la réalité, c'est que sur les sujets migratoires, ce sont les États membres qui ont, pour l'essentiel, la main. Exactement d'ailleurs comme pour l'industrie. Et en fait, le débat que nous essayons d'avoir au Parlement européen, c'est justement ce dont je parlais tout à l'heure, c'est d'essayer de regarder quel est l'intérêt général européen et pas l'intérêt de certains États membres versus d'autres. Et sur la migration, on a un texte, on a vu les flux migratoires arriver de manière, c'est-à-dire quasi exclusive sur la Grèce et l'Italie. Et un peu maintenant, enfin un peu sur l'Espagne. Mais globalement, la Grèce et l'Italie ont depuis des années supporté le principe de l'arrivée des migrants. Et il y a une règle, qui est la règle de Dublin. En gros, l'asile doit être donné au pays qui reçoit, c'est-à-dire là où le migrant pose le pied, arrive. Et donc, 100% quasiment du poids de contrôle des flux migratoires pesait sur deux États, trois, et qui en plus étaient parmi les plus pauvres de l'Europe, qui étaient les États du sud de l'Europe. Et donc, on a une possibilité. Quand on parle, par exemple, de l'Union européenne, il y a un texte, le texte de Dublin, donc, qui prévoit ça, c'est le pays qui est, etc., prévoit aussi que les États ont la possibilité de déroger. Hein, c'est prévu, c'est de mémoire l'article 14, qui prévoit que les États peuvent déroger et donc faire en sorte qu'on répartit sur l'ensemble des territoires européens et des 27 pays européens le flux migratoire lorsqu'il se présente. Et malheureusement, pour ça, il faut l'unanimité. C'est un point dont on n'a pas parlé, mais de nombreux sujets au sein de l'Union européenne ne peuvent passer. Je parlais du Conseil tout à l'heure, hein, qui était co-législateur. Non seulement il est co-législateur avec le Parlement, mais en plus, à l'intérieur du Conseil, un certain nombre d'États ont la capacité de tout bloquer avec le droit de veto. Et donc, ce qui s'était passé sur la répartition des migrants l'ensemble des pays de l'Union européenne et qu'il y a eu un veto. Il y en a eu deux, mais enfin globalement c'était la Hongrie et c'était la Pologne. Et donc on n'a pas pu mettre en œuvre les dérogations prévues à Dublin. Et ce qui s'est passé derrière, c'est qu'il y a eu deux réponses par l'Union européenne. L'une qui est la réponse qualifiée à l'australienne. Et les Australiens, ce qu'ils ont fait, ils ont trouvé des accords avec les pays environnants et ils les ont payés pour accepter les migrants qui arrivaient du Pacifique. Et donc, les migrants arrivaient en Australie et hop, ils étaient renvoyés sur des pays qui étaient payés pour ça. Et de l'externalisation de la misère.
Vous en pensez ce que vous voulez. Je ne vais pas entrer dans ce débat-là. À titre personnel, je m'y suis opposé et je continue à m'y opposer comme étant un principe. Je peux tout à fait comprendre que dans les cas d'urgence, on trouve des solutions d'urgence. Les camps de réfugiés, c'est une réponse à l'urgence. Et là, il n'y a pas de débat. Mais en faire un principe, c'est-à-dire on va payer ad vitam pour protéger notre espace et interdire toute migration autre que celle que nous aurions décidé de, voilà, je pense que ça ne peut pas être une politique durable. Mais en tout cas, donc on a fait ça et on a donné quelques milliards à M. Erdogan, qui d'ailleurs nous l'a fait payer assez cher à un moment quand on a voulu poser un certain nombre de règles contre lui. Il a dit, ah, bon, si c'est ça, on va réouvrir. Et hop, on a vu arriver à nouveau un afflux de migrants, notamment en Grèce. Voilà, c'est devenu un chantage odieux, où on se sert d'être humain comme une marchandise d'échange, quelque chose d'insupportable. Et donc, on a payé M. Erdogan et il y a des millions de réfugiés qui sont restés et qui restent en Turquie. Bon, on pense qu'on veut d'Erdogan, mais c'est un État constitué. On a fait la même chose après en Libye, parce que ça ne suffisait pas en Turquie, et qu'il y a d'autres voies et d'autres routes qui se sont ouvertes. Donc, l'Union européenne a installé en Libye des camps et a considéré la Libye comme étant un pays sûr. C'est-à-dire qu'en gros, les migrants pouvaient être renvoyés en Libye et ça a donné Frontex, c'est-à-dire qu'on a donné des moyens à Frontex pour faire en sorte et pour aider les gardes-côtes libyens, donc à travers les Grecs, les Espagnols et les Italiens, pour faire en sorte que les migrants ne quittent pas la Libye. Dans les conditions dans lesquelles ils sont, c'est-à-dire que ce sont des camps de torture, de prostitution, de délinquance, c'est la Ligue de l'humanité qui gère les réfugiés. Et voilà. Donc, ça a été la deuxième réponse de l'Union européenne. Et la troisième, c'est d'essayer de trouver des accords avec les pays de départ en conditionnant les aides au développement. Ça aussi, c'est une, bon, voilà, c'était une réponse. Euh, donc voilà, ça c'est la situation dans laquelle on est. Et pour améliorer cette situation, donc on va voter parce qu'il n'a pas encore été adopté le pacte asile-migration qui prévoit des aménagements, qui prévoit une répartition plus équitable, plus juste des migrants dans les pays qui accepteraient de les recevoir. C'est-à-dire on va faire sauter cette règle de c'est l'endroit où on arrive qui doit tout gérer, donc on va permettre de pouvoir répartir plus justement, plus équitablement le partage entre les migrants, sachant que ça restera quand même à la discrétion des États membres. Par exemple, la Hongrie n'en prendra pas, alors il y a un système, il y aura des systèmes d'amende, voilà, de compensation. Donc, on ne va pas dans le détail. En gros, on essaye de rendre l'Europe un peu plus solidaire à l'égard des migrants, mais on ne résout pas ça n'a pas été traité parce qu'on n'a pas une majorité là-dessus, notamment sur le fait d'avoir des voies de passage qui soient sécurisées. Parce que moi, j'avais demandé à ce qu'on mette des bateaux à disposition, parce qu'à chaque fois, tout le monde dit qu'il faut lutter contre le trafic d'êtres humains. Et bien sûr qu'il faut lutter contre le trafic d'êtres humains, mais la meilleure méthode, c'est de ne pas les laisser traverser dans des embarcations qui sont indignes, qui sont d'une dangerosité absolue. Donc faisons des couloirs, tout simplement. Et quitte à ce que les couloirs marchent dans les deux sens. Évidemment, on n'aura jamais de majorité au Parlement si on dit on fait un couloir que dans un sens. Le pouvoir, c'est pour que les gens arrivent dans des conditions de dignité humaine et de respect de la personne humaine. Mais après, s'il y a effectivement, si on s'aperçoit qu'ils n'ont pas, par exemple, le droit à l'asile, que le droit à l'asile il est encadré, et bien dans ce cas-là, il faudra envisager qu'ils repartent, mais dans des conditions qui seront renégociées et humainement possibles. Voilà. Donc le pacte asile a vocation à améliorer cette situation. Pour ceux que ça intéresse ce sujet, vous pourrez trouver sur le site des Semaines sociales de France un exposé la semaine dernière par Fabienne Keller qui porte ce projet de texte migratoire qui va être voté le 10 avril, voté ou refusé d'ailleurs. Il va être voté.
et qui en explique les contours et notamment en quoi c'est un effort En avant. d'harmonisation des procédures entre les différents pays, des pays qui n'ont pas du tout l'habitude de coopérer entre eux, les ministères de l'Intérieur gardant jalousement leurs prérogatives dans chacun des pays. Voilà. Une question là-bas. C'est vrai qu'un jeune de 20 ans a éduqué le 9 juin. Ah, si j'avais C'est un sage. si j'avais la réponse, je continuerais à faire de la politique. Et justement parce que j'ai pas la réponse à cette question-là, c'est une des raisons pour lesquelles j'arrête. C'est-à-dire qu'il faut aussi avoir conscience. Moi, je l'ai fait, j'ai été élevé, mes deux parents ont été résistants tous les deux. J'étais âgé, je suis arrivé très tard. Et le premier voyage que m'ont fait faire mes parents à l'étranger, c'était l'Allemagne. Je parlais pas allemand d'ailleurs. J'avais fait de l'allemand en première langue, ça tombait bien. Mais ils m'ont transmis la nécessité de la fraternité entre les peuples et après la guerre, etc., pour bien me montrer que c'était battu, mais pas contre l'Allemagne, ni contre les Allemands, mais contre le nazisme, et qu'il fallait qu'on dépasse tout ça. Et évidemment, ça me parlait. Sauf que mon père était mort à la guerre de 14. Et ça me parlait pas. Sûr que la guerre de 14, mais la résistance, ça me parlait. Parce qu'il y avait encore plein de résistants, parce que je voyais au dîner avec mes parents, les anciens copains, tout ça. Et donc, ça me parlait. Et mon sujet là, c'est que moi, j'ai l'impression que quand je parle, si je parle de la paix, etc., à mes enfants, c'est comme moi quand on me parlait de mon grand-père, à la guerre de 14. Ça ne peut pas être. À certaines personnes, peut-être, ça parle. Hein, je ne veux pas non plus généraliser mon cas. Mais j'aimerais trouver les mots, effectivement, qui me permettent de dire à des jeunes, voilà pourquoi l'Europe est indispensable, voilà pourquoi vous devez vous battre pour l'Europe, etc. Ce que mes parents m'ont transmis à l'égard du totalitarisme, du nazisme, du stalinisme aussi. Mes enfants ont vécu comme tout, je vais dire, tous les jeunes là, pas ce soir, mais d'une manière générale, ils ont vécu dans un environnement où l'état de droit, la démocratie, le fait de prendre le train pour aller en Espagne, pour traverser le pont à Kiel pour aller en Allemagne. Tout ça, c'est une évidence pour eux, quoi. Donc, on ne peut pas leur expliquer que la guerre, que, bon, là, maintenant, peut-être qu'avec Poutine, mais encore que. Donc, comment trouver les mots et comment arriver à faire aimer cette Europe qui est pour une grande part, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est pas pour moi le traité de l'Union européenne, c'est pas la Bible, c'est pas un texte sacré. Et donc c'est un texte qui nécessiterait d'être repris, retravaillé. Comment arriver à expliquer que dans la zone économique la plus riche du monde, il y ait 20, parfois 30% des jeunes qui sont au chômage? Ça peut pas s'expliquer. Ça n'avait pas besoin d'être expliqué dans les années 50 parce qu'on était dans le plein emploi, qu'on reconstruisait et que donc on était dans le positif, dans la dynamique positive. Et là, j'aimerais pouvoir trouver les mots. J'aimerais les avoir. Voilà. Objectivement, et c'est pas toujours pareil, hein, comme disait le poète, on reconnaît le bruit du bonheur au bruit qu'il fait au bruit qu'il fait en partant. Enfin, et en fait, on sait très bien, comme aux États-Unis, ils ont compris que leur démocratie, n'était pas éternelle, que quelqu'un pouvait arriver et tout bousculer. Voilà, comme un grand nombre de droits. Cette question que vous me posez, elle est terrible parce que je me la pose tous les jours. Voilà. Et puis pas la réponse. Je peux juste rajouter un petit quelque chose. Je pense qu'il y a quelques domaines dans lesquels on peut expliquer aux jeunes que l'avenir passe par l'Europe. C'est celui de l'intelligence artificielle, celui du numérique, celui du risque des réseaux sociaux qui doivent être régulés au niveau européen. On ne veut pas laisser les Chinois et les Américains venir faire la loi sur nos réseaux sociaux. Ça, je pense que c'est des choses que les jeunes peuvent comprendre. Mais effectivement, nous, on a vécu la construction de l'Europe, donc on y est viscéralement attaché. Pour les jeunes, l'Europe, c'est l'air qui respire. Ils n'ont aucune idée de ce que c'était l'Europe avant l'Europe.
Oui, et par ailleurs, leur dire que les Chinois, c'est pas bien sur les réseaux sociaux, ils sont quand même tous sur TikTok. Donc, enfin bon, c'est juste pour relativiser aussi, même cette approche-là, malheureusement. Donc, moi, pourquoi il y a tant de jeunes et moins jeunes qui viennent en Europe, et surtout et de Chine, pas mal aussi. Pourquoi l'Europe est-elle si attractive pour les pays Pour les autres. Eh ben c'est là aussi, c'est ce que disent souvent les pro-européens. Ils disent, mais vous ne vous rendez pas compte, tous ceux qui ne sont pas européens, ils veulent venir en Europe. Voilà. Et donc, il y a l'Europe, et je le répète, est vraisemblablement l'endroit de la planète où il fait le mieux vivre. Et bon, avec évidemment dans les pays du Sud et avec les questions du dérèglement climatique, les questions d'agriculture, d'accès à l'eau, enfin, quand on voit nous déjà ce que ça engendre, l'accès à l'eau, le partage de l'eau, imaginez, enfin, je n'ai pas besoin de vous le dire, évidemment, on sait que là, on a des flux migratoires qui sont, et pour l'essentiel d'ailleurs, ils sont sud-sud, hein, mais bon, mais ils vont exploser. Et il n'y a pas de statut, et ça fait très longtemps qu'au Parlement européen, nous sommes un certain nombre à demander à ce qu'il y ait un statut de réfugié climatique. Parce qu'il n'y a pas de statut pour des centaines de millions d'êtres humains qui vont être confrontés à une réalité objective, physique. Voilà. Donc ça c'est pas. Euh, on a un pouvoir d'attractivité et il est normal. D'abord, nous sommes riches. Hein, l'Union européenne est une zone riche. Par ailleurs, il y a des droits sociaux et c'est tant mieux. Il y a des droits à la retraite. Il y a énormément de choses que le monde entier nous envie. Et notre qualité de vie, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas être naïf et qu'il faut défendre ces acquis-là. Mais comment arriver à comprendre les droits, encore une fois, on s'en aperçoit quand on nous les enlève, si c'était essentiel. Mais sinon, ils apparaissent comme des évidences. C'est naturel. Et absolument, c'est quelque chose qui est, voilà, c'est comme ça. C'est comme l'air. On peut se déplacer, on peut, et il faut trouver les mots. Alors après, moi, j'ai une culture du positif, c'est-à-dire que je pense que c'est vrai qu'on peut leur expliquer que sinon on va être sous domination de la Chine, etc. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on leur donne une espérance européenne et qu'on leur ouvre comme nous, on nous a ouvert un temps. Moi, mes parents savaient que sans problème, ma vie allait être meilleure que la leur. Et qu'eux s'étaient battus aussi pour que j'ai un accès à l'école, etc., etc. Mais que donc, finalement, ma vie allait être meilleure. Moi, je ne suis pas sûr, quand je me tourne vers mes enfants, que finalement leur vie va être meilleure que celle que moi j'ai eue. Et donc, ça nous pose aussi, ça nous pose un problème de confiance. Et je ne vais pas nier ce problème de conscience, parce qu'il me travaille tout le temps. Et je vous assure, après, je vous assure que si j'avais encore la faculté de me battre et de dire voilà pourquoi, et voilà je le ferais encore. Je n'arrêterai pas parce que je considérais que c'est essentiel. Mais là, ce que je fais au sein de l'Union européenne, j'ai l'impression que c'est pour une part de la défense d'avantages acquis. Et ces avantages, je les défends, hein, vraiment. Mais c'est pas ma culture. J'aimerais peut-être qu'effectivement, par rapport à l'intelligence artificielle, etc., il faut qu'on trouve. Hein, alors ça ne veut pas dire, et je ne suis pas du tout pessimiste, parce que je pense qu'on a besoin de l'Union européenne et que donc elle va survivre d'une manière ou d'une autre. Les questions climatiques, les gens vont bien comprendre, ok, il peut y avoir des soubresauts, il va y avoir du Rassemblement national un peu haut, tout ça, etc. Et c'est très, 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 très dur. Mais pour autant, moi, je pense quand même que nécessité faisant loi, l'Union européenne va avancer. Mais comment la rendre désirable, comment la rendre enviable, comment faire que les jeunes se sentent citoyens et citoyennes européens en même temps qu'ils se sentent. Moi, je répète, quand on va aux USA, quand on est californien et on n'est pas texan et réciproquement. Mais il y a des moments où quand il faut envoyer USA, il l'envoie. Que sur certains sujets, ça peut être des sujets sportifs, ça peut être d'autres sujets, la Lune, la conquête de l'espace, on veut. Mais il y a des sujets sur lesquels ils ont compris que ce ne sera pas les Texans contre les Californiens. Voilà. On n'en est pas encore à avoir ce niveau-là et notre éducation ne nous y aide pas. Hein. Moi, j'ai fait quand même beaucoup d'études, voilà. On n'a jamais appris l'Europe. L'Europe que j'ai apprise, je l'ai apprise par ma famille, par mes parents, par mon histoire. Pas à la fac. Pardon.
Il y a peut-être un autre point pour montrer aux jeunes l'importance et l'intérêt de l'Europe, c'est de leur montrer l'exemple de leurs collègues, de leurs camarades britanniques. Les jeunes ne sont pas allés voter au moment du Brexit. Et aujourd'hui, ils s'en mordent les doigts parce qu'ils n'ont plus Erasmus, parce que la circulation dans les autres pays européens est devenue plus difficile pour eux. Et les Anglais, aujourd'hui, il n'y a pas que les jeunes, hein, les agriculteurs qui ont voté massivement pour le Brexit, aujourd'hui s'en mordent les doigts parce qu'on leur a promis que la taxe serait remplacée par des subventions nationales dont ils ne voient pas la couleur. Et c'est ça dans tous les domaines. Donc, je crois qu'on a une bonne façon de montrer que les belles promesses de ceux qui veulent démolir l'Europe, elles se sont déjà en partie réalisées au Royaume-Uni et que ça pourrait bien arriver dans d'autres pays. Et c'est juste, et en même temps, il y a une responsabilité de la classe politique française. Hein. Oui. Je le redis, je le répète, je ne sais pas pour critiquer mes amis, mais franchement, demain, vous devez faire un grand débat sur l'Europe et une fois que vous avez enlevé Delors, Cohn-Bendit, enfin des gens qui avaient plus de 80 ans, plus de 90 maintenant, mais ils vous donnent une carte blanche pour dire vous allez faire une vraie soirée thématique sur TF1, grand, voilà, 30 millions de gens pour écouter. Vous invitez qui? Vous invitez qui? C'est-à-dire, si vous le faites sur le foot, je vous le prouve, si vous le faites sur... non, mais c'est vrai, on va le prouver. Et si je vous le demande sur l'Europe, c'est pas tabou, c'est on a éliminé petit à petit dans le discours politique, on a éliminé la complexité. Et l'Europe, ça fait aussi partie. Le fait de se recroqueviller sur soi et d'être dans un égoïsme, je vais dire, c'est la solution la plus facile, la plus simple. Le fait d'aller vers l'autre, de l'entendre, de l'écouter, de comprendre, de dire qu'il n'est pas nécessairement sur la même ligne que vous, mais pour autant, vous arrivez dans un stade de foot, c'est tellement facile de monter les bleus contre les rouges ou les rouges contre les verts et de vous faire vous insulter d'une tribune à l'autre. C'est tellement plus complexe de demander au vert, regardez comment joue le rouge, et finalement, est-ce que, voilà, et de dire, mais on est là pour partager un match de foot, pas nécessairement pour, et ben cette société-là, cette logique d'affrontement, on la retrouve maintenant en politique, que on n'a plus de place pour la complexité. Et donc la classe politique est pour une part responsable. On cherche la petite phrase, on cherche à écraser l'autre. Ou alors on chahute. Ou alors non, mais et on dévalorise. Et on dévalorise aussi le discours. Je crois que les jeunes qui aussi dans les armées, C'est exact. je crois que oui, mais c'est moi. C'est une réponse individuelle. Vous avez raison. Je crois qu'il y a beaucoup de ce qui fait l'union. C'est partager quelque chose. Absolument. C'est la communauté de destin. Je suis tout à fait d'accord. Et on voit que les seuls jeunes européens, finalement, sont des jeunes de mouvement jeunesse qui se rencontrent. Mais les faibles agriculteurs, sont peut-être encore un peu plus européens. Mais parce qu'ils ont compris aussi l'intérêt de l'Europe. Bien sûr. Je suis d'accord. Mais vous avez un mouvement qui a été très efficace pour le développement des cheveux européens, c'est les jumelages. Aujourd'hui, où est-ce qu'on s'en est les jumelages? C'est l'occasion pour quelques élus locaux d'aller faire des voyages dans les pays de jumelage, mais il y a une véritable rencontre. Non, 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 ça c'est un faux débat. On pourra en reparler, on ne va pas lancer le débat là-dessus, mais c'est un faux débat, monsieur. On ne peut pas admettre que 0,3% de l'électorat européen bloque un dispositif qui était absolument indispensable. Donc, ne venons pas parler de déni de démocratie à propos du rejet du traité constitutionnel. Ça a été une erreur majeure de faire voter un texte de 300 pages par un référendum. Et il fallait expliquer quels étaient les enjeux, ce qui n'a pas été fait. Oui, exactement. Oui. Et qui ont fait voter contre, pour des questions de politique nationale. Voilà, alors, Bon, on ne va pas discuter.
Moi, j'ai une très bonne, Non, c'est une fausse démocratie, monsieur. j'ai une très bonne proposition à vous faire. C'est que nous allons vous proposer un pot, puisque nous arrivons au terme de cette soirée. Euh, Oui, oui. oui, bien sûr. Alors, vous ne pouvez plus le connaître parce qu'on est sur des listes nationales. Oui. Depuis, le président Macron a remis les listes nationales. Avant, c'était des listes régionales. Donc, mais vous les connaissiez pas plus. Et d'ailleurs, un des arguments, c'était de dire, ah, mais il faut pas de liste nationale parce que les listes régionales rapprochent les députés européens. En fait, ça rapproche rien du tout. Que tout le monde se fout de ce qui se passe au Parlement européen, qui est très loin, qu'on n'a pas les journalistes. Alors, l'avantage, hein, parce qu'il n'y a pas que le négatif. L'avantage, c'est qu'au Parlement européen, je l'ai dit tout à l'heure, ça reste un espace d'échange, de construction, de collaboration, et les textes qui sont pris sont en règle générale des textes qui ont été mûris. Donc, euh, on a la tranquillité. On n'a pas les journalistes dans la salle des 4 colonnes comme à l'Assemblée nationale, vous savez, sur LCP ou ailleurs. Ah, vous avez voté ça, vous en pensez pourquoi bon, voilà. Ça, nous, ça n'existe pas. On nous fout la paix. Je mets au défi de savoir qui vote quoi. Voilà. Et puis, on n'a pas trop de consignes des partis non plus. Les partis nous foutent la paix. Moi, ça fait 15 ans que je suis. Non, 15 ans, non, j'exagère. Ça fait quand même 10 ans que je suis adhérent à aucun parti. Ça ne gêne personne. Je veux dire, tout le monde s'en fout. On regarde si je fais mon travail ou pas, comment je le fais. Et voilà. Mais on ne me demande pas d'être adhérent d'un parti, alors qu'en France, quand vous voulez être député, il faut évidemment être membre d'un parti. Mais bon, moi, je ne veux pas juste terminer sur le TCE. Vous avez raison, monsieur, juste sur un point. C'est que, et vous avez raison également sur le fait que c'était une connerie de le faire comme ça. Mais vous avez raison de dire qu'à partir du moment où c'est fait comme ça, non mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Vous avez raison. C'est-à-dire que la démocratie, si on la met en place, il faut la respecter. J'entends ça. D'un autre côté, est-ce que c'est une démocratie? Et ça, c'était la question qu'il aurait fallu se poser en amont, mais pas en aval. C'était quasiment le droit de veto. J'ai dit que j'étais contre le droit de veto des États. Je suis également contre le droit de veto d'un État ou d'une capacité de blocage comme ça. Je pense que c'était une ânerie. Mais vous avez raison de dire que à partir du moment où on le met en œuvre, c'est compliqué derrière de dire on s'assoit sur une décision. Non, non, mais le traité de Lisbonne n'est pas la copie Voilà. du traité de La réponse, 2005, hein. la réponse, oui, oui, ça a été, ça n'a pas aidé. Mais sinon, monsieur, l'Europe ne pouvait plus fonctionner. Non, mais il fallait le faire, il fallait en sortir, il fallait avancer. Mais vous avez raison, ça n'a pas aidé. Non, mais je suis d'accord, je suis d'accord. Cela étant, moi, je préfère être sur le positif, c'est-à-dire que le traité, le TCE, c'était en 2005. C'était en 2005 et le temps a bougé depuis. Beaucoup de choses se sont passées. Il y a eu les crises sanitaires, il y a la guerre aux frontières de l'Europe. Et donc, moi, je veux regarder juste la nécessité de construire l'Europe. Alors, la construire de manière peut-être plus démocratique, enlever les droits de veto, faire en sorte que ça fonctionne, oui, j'ai aucun doute là-dessus. Maintenant, ce qu'il faut qu'on arrive à faire comprendre à nos enfants et à faire comprendre à la jeunesse, et je crois qu'elle l'a compris par exemple sur le climat, oui. La mobilisation climat, et c'est ça qui avait permis à mon ami Jadot de passer de 7, parce que tout le monde dit, mais non, mais il est passé de 7 à 13 juste après les marches climat. Pourquoi? Parce que la jeunesse s'est saisie de ce sujet-là en disant, mais c'est un sujet majeur pour notre survie, parce que c'est une des conditions de la vie de l'humanité. Et là, ils se sont tournés finalement vers ceux qui portaient le mieux la question climatique en 2019, et c'était les écologistes. Et donc, Jadot en a profité. Tant mieux pour lui. Moi, ce qui m'intéressait, c'est que justement, la jeunesse a pu se saisir et a dit le bon échelon pour répondre, c'est l'échelon européen. Eh bien, ça, c'est un exemple, mais ce n'est pas nous qui l'avons amené. Et ça me rassure aussi un peu, hein, c'est que c'est la société, la jeunesse elle-même. Eh bien, il faut espérer qu'avec l'éducation, avec les échanges, avec le dialogue, finalement, la jeunesse se saisisse de points qui leur apparaissaient et qui leur apparaît majeurs. Le climat en est un, mais il n'y a pas que le climat. Je reste persuadé que des questions environnementales, sociales, autres sont très importantes, des questions d'intelligence artificielle. La montée de l'extrême droite, il va falloir qu'on
qu'on explique mieux. Parce que le problème, c'est que notre extrême droite à nous n'est pas l'extrême droite. Voilà, elle a pris un masque. Elle a un masque. Et ce masque trompe aussi, pour une part, une grande partie de la jeunesse. Donc ça, c'est à nous d'expliquer. Mais il faut aussi qu'on réinvente nos mots. Parce que moi, je ne peux pas utiliser les mots de mes parents. Je ne peux même pas utiliser les miens de mots pour parler à mes enfants du danger de l'extrême droite. Il faut qu'on trouve et il faut que eux-mêmes s'approprient ça. Mais comme ils l'ont fait pour le climat, c'est ça qui me rend optimiste, c'est-à-dire qu'il va y avoir des sujets qui vont apparaître comme étant essentiels à leurs yeux, comme sont apparus essentiels aux yeux des pères de l'Europe, la nécessité de construire une nouvelle solidarité. Voilà, ça va apparaître. La santé a été un sujet aussi qui a été très important pour l'Europe. Donc après, à nous de faire comprendre. Et puis après tout, hein, la démocratie européenne, c'est pas la pire. On nous disait tout le temps que personne va voter pour les européennes. On a fait plus de 50%. Hein, et moi, j'ai fait le rapport pour le Parlement sur justement les élections au sein de l'Union et on est passé à plus de 50%. Je vous rappelle que quelques temps après, il y a eu les élections municipales et que, en gros, ça a été entre 10 et 15%, notamment au second tour. Ça a été une catastrophe. Donc, ça veut dire que finalement l'Europe peut aussi mobiliser. Voilà, il faut être optimiste là-dessus. Moi, je reste persuadé que l'Europe va continuer à se construire. Oui, il faut lutter contre les forces mauvaises. Après, on l'a vu, après Trump, Biden a été élu. Voilà, il y a des alternatives aussi, des alternances dans d'autres pays. Lula est revenu après Bolsonaro. Je ne suis pas un grand fan de Lula, mais c'est quand même mieux que Bolsonaro, notamment pour la forêt amazonienne. Donc voilà, donc bon, voilà. L'Europe se construit et à nous d'aider. Voilà, on aide. Bien, merci beaucoup. Merci à vous.